Pour Non, vous, ça c'est va, parfait, mais... ça va, ça va, ça va. Ok, super, merci. On peut commencer alors. Désolé. Pas de souci. Donc du coup, c'est mieux cette fois. Donc du coup, je travaille dans une unité mixte qui s'appelle Patrinat, qui est commune entre l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, le Musée national d'histoire naturelle, le CNRS, et l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et donc je vais vous présenter une présentation un peu bilan des 20 ans d'arrivée du frelon, des travaux de recherche qui ont été effectués. Je vais aller très vite par moment, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses que vous connaissez. Si jamais il y a quelque chose où vous voudrez que je rentre un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas à m'interrompre. Et je pense qu'on a quand même assez de temps, donc ça évite de poser toutes les questions à la fin aussi. Euh, alors, je vais commencer par un peu d'histoire historique de l'invasion et un peu de biologie générale. Donc, dans le monde, 22 espèces de frelons, sont toutes d'origine asiatique. Et on avait naturellement seulement deux espèces de frelons qui étaient présentes en Europe. On a le frelon d'Europe Vespa crabo qui est en jaune sur la carte, et on a le frelon oriental qui est en orange sur la carte, qui remonte un peu en Europe du Sud. Et Vespa velutina, qui est le frelon asiatique à pattes jaunes, a une aire de répartition qui va de l'Afghanistan jusqu'à l'Indonésie, et la sous-espèce Nigritorax se limite aux aires tempérées à subtropicales de son aire de distribution, donc ça va du Népal jusqu'à la Chine. Et on a fait pour essayer de savoir, alors, je vais aller un peu plus vite. Au début des années 2000, ce frelon a été introduit en France et en Corée du Sud. Et on a pu faire des analyses moléculaires, des analyses génétiques pour essayer de déterminer quelle était l'origine de l'introduction. Et on a pu mettre en évidence que c'était une population issue vraiment de la limite nord de l'aire de distribution de l'espèce et qui est dans les environs pardon, de Shanghai. Et donc c'est vraiment une population qui est très bien adaptée à des milieux tempérés. Et c'est pour ça que c'est aussi bien en France. Et ce qu'on a pu mettre en évidence également, c'est que c'était la population qu'on a aujourd'hui est issue que de une femelle fondatrice ou deux femelles fondatrices sœurs qui ont voyagé dans une cargaison de poterie à destination horticole. Donc c'était l'hypothèse qu'on avait au tout début, car le premier observateur était un horticulteur dans le Lot-et-Garonne, donc dans le sud-ouest de la France. Et c'est un frelon qui est hélas très peu connu parce que tous les spécialistes de frelons étaient japonais et que cette espèce n'était pas présente au Japon à ce moment-là. Et on savait que c'était un prédateur d'abeilles, on savait qu'il chutait en vol stationnaire de haut la ruche, qu'il attrapait les abeilles qui rentraient dans leur nid, et était décrit un comportement de défense que vous avez peut-être déjà tous entendu parler. C'est un comportement de défense des abeilles asiatiques locales, donc là c'est Apis cerana, qui va en fait attirer les frelons sur la planche d'un vol. Et quand le frelon est assez près, ils sautent dessus et elles vont faire former une boule compacte sur le frelon et faire monter la température, ce qui va permettre de cuire le frelon. Donc dans la littérature scientifique, on avait ce comportement qui était décrit, on avait le comportement de prédation et on avait une colonie qui avait été décrite. Bon, on avait l'espèce qui était décrite forcément et on avait une colonie qui avait été décrite dans une université chinoise qui faisait une vingtaine, une trentaine de centimètres de diamètre. Donc c'était loin de ce qu'on a en réalité. Donc c'est un peu les seules connaissances qu'on avait sur cette espèce avant qu'elle arrive. Euh, je vous présente juste quelques autres comportements de défense. Pour le coup, ceux-là sont chez l'abeille européenne chypriote. Une abeille qui a des contre le frelon oriental. Le frelon oriental qui résiste à des températures supérieures à l'abeille domestique. Du coup, elles vont former une boule compacte, mais elles vont étouffer le frelon. C'est ce comportement en fait de former des boules et de faire monter la température est un comportement qui est inné chez toutes les espèces rapides. Donc c'est quelque chose qui apparaît et qu'on voit occasionnellement aussi chez les abeilles européennes qu'on a en Europe. Et on a un dernier comportement euh, qui est, pardon, ça déclenche pas. Donc je vais pas vous montrer un comportement qui s'appelle le chimérisme. C'est les
Catching c'est les abeilles qui vont former une espèce de vague, elles vont faire un mouvement synchronisé des ailes et de l'abdomen, et ça fait une vague sur l'entrée de la colonie. Et c'est aussi un comportement qu'on peut occasionnellement observer chez Apis mellifera, donc c'est un comportement qui effraierait les frelons. C'est- Et en Europe, notre abeille domestique, en fait, a des ébauches de ce comportement, mais ils sont tous relativement inefficaces. Et dans la plupart des cas, on se retrouve avec des abeilles qui vont passer devant l'entrée de la ruche, former une grappe, et les frelons vont pouvoir venir se servir. Et l'impact sera finalement assez important. Je détaillerai un petit peu après. Alors, le cycle biologique, je pense que c'est pas trop la peine de l'expliquer. Je vais très très vite. On est sur un cycle qui est annuel. Donc, c'est pas des espèces qui sont avec des colonies pérennes comme l'abeille domestique. On est sur un cycle annuel avec des femelles sexuées, donc on va appeler les fondatrices, qui vont passer l'hiver en dormance dans la litière, dans des cavités, sous des toits, enfin, tous les endroits où on pourront se protéger un peu des intempéries. Elles vont se réveiller au printemps. Alors, avec les années qu'on a eues dernièrement, on peut en fait se graphier plutôt de fait exact. On se rend compte que les femelles peuvent se réveiller entre le mois de février et le mois de juin. Et c'est entre ces périodes-là qu'elles vont commencer à s'éveiller, à commencer à se déplacer, à chercher de la nourriture pour se remettre en forme après la diapause qu'elles ont passée, la diapause hivernale. Et elles vont chercher un endroit où fonder leur nid. Elles vont fonder leur nid toutes seules, en général dans une cavité à hauteur d'homme. Donc ça là, vous voyez, elles sont dans une rue. Et elles vont commencer à élever toutes seules leurs premières larves. Et les broyats vont apparaître et la reine va commencer petit à petit à se cantonner à la ponte. Et comme j'ai dit, les premières colonies sont installées dans des cavités ou en tout cas assez bas. Et souvent, il va y avoir un manque de place, les colonies vont être dérangées, et c'est dans le courant de l'été que les colonies vont déménager vers un deuxième nid. C'est dans 70% des cas. Elles vont déménager vers un deuxième nid qui va être en général installé en hauteur accroché au branches des arbres. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va voir la taille de la colonie va grandir, va vraiment grandir rapidement. On est sur une croissance qui est quasiment exponentielle. Et c'est à ce moment-là que la colonie a besoin de beaucoup plus de ressources, elle a beaucoup de larves et qu'on commence à observer une évolution importante sur les ruches. À partir de septembre, on arrive dans la période de reproduction. La reine va commencer à pondre des œufs qui vont donner les mâles, puis des œufs qui vont donner les futures reines. Et la reine va mourir et les sexués vont partir par vagues successives et s'accoupler en mystère. Et donc la colonie n'ayant plus de reine va mourir progressivement pendant l'hiver. Il y en a qui peuvent se maintenir assez longtemps. On en trouve qui sont encore actives en janvier-février, des petits renou. Et normalement, ils ne devraient passer l'hiver que les fondatrices, même si quelques fourrières vont réussir à survivre un petit peu plus longtemps. Et les fondatrices vont commencer leur cycle au printemps. Alors, différencier les castes, c'est quelque chose d'assez important. L'idée, c'est d'essayer de, de connaître les capacités de reproduction, pardon, de l'espèce. Et en fait, on a un gros problème chez cette espèce de frelon, c'est que ça fait partie des rares guêpes sociales pour lesquelles il n'y a pas de différence de taille entre les reines et les ouvrières. Donc les reines et les ouvrières font la même taille, et elles font la même taille, elles ont des ovaires aussi, avec le même nombre de varioles. Et le seul moyen de différencier, enfin, le premier moyen de différencier, c'est de faire des mesures extrêmement précises, qui sont pas faisables, enfin, qui sont pas faisables par tout le monde. C'est des choses pour lesquelles on a une erreur qui est assez importante. C'est-à-dire que c'est une seule et même personne qui doit faire les mesures dans une même colonie pour pouvoir différencier les différentes classes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas utilisable par tout le monde et qui est pas du tout facile à faire. Et par contre, à l'automne, on a remarqué que les ouvrières, pardon, les femelles sexuées, donc les futures fondatrices, ayant à passer l'hiver, elles vont avoir des réserves de gras assez importantes. Et finalement, elles vont être plus lourdes que les ouvrières. Et ce qu'on a pu donc démontrer, c'est que dans une colonie, pour ça on a détruit, on a disséqué à peu près 4 dans une colonie, on a à peu près, enfin le maximum qu'on a pu observer, pardon, c'est à peu près 500 fondatrices
future formatrice, une future femelle sexuée, en sachant que chez les, je vous l'ai dit, chez les sociales, les sexués partent par vagues successives, et chez le frelon asiatique, on est à peu près sur des tailles de colonie, un cycle de vie qui est à peu près équivalent à celle de la guêpe germanique. Donc on peut estimer que les capacités de reproduction seront identiques. Et chez cette guêpe, on a des différences de taille. Donc c'est assez facile de savoir combien de sexués sont nés au chaque LPE. Et chez la guêpe germanique, on est plutôt de l'ordre de 1000 à 1500 futures femelles sexuées, donc futures reines. Ce qui était assez important, hein, je vais rapidement sur le graphique. En bleu sur le graphique, c'est les ouvrières. En rouge, c'est les mâles. On voit qu'on a des colonies qui sont des mâles qui apparaissent précocement, mais en général, ça disparaît. Et en vert, c'est les femelles sexuées, donc les fondatrices, dans les nids. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est que dans toutes les colonies qu'on a disséquées, on n'a jamais aucune femelle sexuée dans les nids à partir du mois de décembre. Donc on peut penser que normalement, détruire un nid à partir du mois de décembre, ça n'a aucun effet pour essayer de réguler l'espèce. Et on commence à avoir des femelles sexuées à partir du mois d'octobre, ce qui veut dire que dans l'idéal, il faudra aussi réussir à détruire les colonies avant le mois d'octobre. Donc pour le suivi de l'invasion, jusqu'ici tout va bien, j'imagine que ça vous connaissiez. Pour le suivi de l'invasion, donc dès sa découverte, on a lancé un inventaire, on a découvert en fait le frelon fin 2005, et on a lancé l'inventaire, donc le suivi dès 2006. On a fait un formulaire de signalement qu'on a diffusé au grand public, qu'on a diffusé aux mairies, qu'on a diffusé aux apiculteurs. Et aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on est uniquement avec une application sur smartphone et surtout, on s'appuie en tout cas en France, sur sur des organismes locaux. Je vais pas plus vite. En fait, on n'est plus du tout on n'est plus sur le suivi de l'invasion. Aujourd'hui, on est plutôt sur la gestion. Le frelon ayant colonisé tout le territoire. Et donc, c'est totalement inefficace si c'est centralisé sur Paris. Il vaut mieux que les signalements se fassent localement, ce qui permet de mettre en place des opérations de lutte. Donc, je rapide là-dessus, mais globalement, toutes les données sont disponibles sur l'INPN. Toutes les données françaises, c'est l'inventaire national du patrimoine naturel. Ces données sont communiquées à l'Europe sur la plateforme EASIN. Elles sont aussi communiquées sur le GDIF. Peut-être que vous connaissez ces plateformes-là. Et EASIN, c'est la plateforme européenne pour le suivi des espèces exotiques envahissantes. Et on fait un retour après sur les... Et donc la progression, ça donne ça. Donc la progression, ça revient sur la carte. Donc le frelon a été détecté fin 2005, à l'automne 2005, dans le Lot-et-Garonne. On a lancé l'inventaire début 2006 et on s'est rendu compte qu'il était déjà présent dans 13 départements. Et c'est au moment où on a lancé cet inventaire qu'on a réussi à monter à une preuve de présence qui était en 2004, qui était un horticulteur, qui est probablement celui qui a introduit le frelon en Europe, qui avait observé un nid de frelon sur sa propriété, qui avait pris ça en photo et qui avait signalé au service de protection des végétaux. Mais il avait envoyé que des photos, il n'a pas envoyé d'individu et il avait tiré au fusil dans le nid de frelons. C'est pas l'idéal, mais de toute façon, c'était un petit peu tard. Donc les colonies s'étaient déjà probablement reproduites. Et donc le frelon a rapidement progressé. On est globalement sur une progression d'à peu près 80 km par an, qui ralentit maintenant qu'il atteint un peu ses limites climatiques. Et il a été introduit notamment au Japon, aux USA l'année dernière, il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. Et, il va continuer à progresser. Et grâce à toutes ces données-là, grâce à ces données, on a pu élaborer ce qu'on appelle des modèles d'extension. Donc en fait, c'est pas vraiment des modèles d'extension, c'est plutôt des modèles de zones où le frelon pourrait survivre. Et pour faire ça, on a en fait des données de présence du frelon en Asie. Ça nous permet de définir sa niche écologique, ses préférences environnementales, et on peut projeter ces préférences sur le monde
Et ça nous fait cette carte qui est une carte de chaleur qui va du bleu au rouge. Plus c'est rouge, plus c'est favorable au développement du frelon. Et quand c'est bleu, c'est défavorable. Alors avec ce modèle-là, le frelon peut survivre du vert au rouge. Donc quand on regarde la carte, on voit que en Europe, il n'a pas encore atteint toutes les zones où il pourra se développer. Mais c'est quelque chose qui est assez soutenant. C'est pas le modèle le plus précis qu'on peut avoir. Et il est arrivé aux USA, comme par hasard dans cette région-là, et, euh, et il continue à progresser. Donc après, il fallait aussi, pour améliorer la lutte, essayer de comprendre des choses un peu plus finement aussi en Europe. Savoir quelles sont réellement ses préférences de paysage, ses préférences aussi climatiques, un peu plus précises. Parce qu'un modèle, ça reste un modèle mathématique. Il y a des conditions climatiques qu'il va pas avoir dans sa zone d'origine qu'il peut retrouver en Europe. Et on ne sait pas comment il pourra se comporter dans ces différentes conditions-là. Donc pour déterminer ça, il nous faut des données de présence du frelon, mais pas uniquement, il faut aussi des données d'absence, c'est l'endroit où les cesses se passent développer. Et on a développé un protocole standardisé qu'on réalise en automne. Donc on est dans des régions où, où il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour l'inventaire des colonies frelons, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour la lutte. Et on approche déjà enfin, on arrive à récupérer l'exhaustivité des nids détruits ou quasiment. Et par-dessus, nous, on va parcourir sur des zones qu'on a choisies pour leurs paysages qui vont être différents et avec des climats un peu différents. On va parcourir le terrain sur des petites zones pour essayer d'inventorier tous les nids qui n'ont pas été détruits. Parce qu'en général, quand il n'y a plus de destruction de nids, donc en général, à partir du mois de décembre, on n'a plus aucune donnée qui viennent. Et en fait, en réalité, quand on fait ça, on se rend compte que on a 50 à 60% de nids en plus qui sont fait pas détectés suffisamment tôt et qu'on détecte uniquement quand les arbres perdent leur feuilles. Et donc, ça nous permet vraiment d'affiner les préférences du frelon. Et ce qu'on s'est rendu compte grâce à ça, c'est que le frelon préférait réellement les zones urbaines, tout simplement parce que ce qu'il préfère pour nidifier, c'est des arbres qui vont être isolés, c'est des lisières de forêt. Et donc typiquement, on va le retrouver en zone urbaine, il y a des parcs avec des grands arbres, il y a des alignements d'arbres dans les rues, et c'est pour lui l'idéal. Il va aussi nidifier contre les falaises, donc il va nidifier contre les bâtiments. En fait, c'est par la ville, le paysage urbain, qu'on favorise aussi l'élément du frelon. Et donc globalement, sur les nids matures, on est à donc nids matures, donc c'est des nids qui sont ce qui est souvent appelé une secondaire, ou les nids matures c'est un peu plus général, c'est des colonies qui vont pas déménager. Donc on a 70% de nids qui sont dans les matures à plus de 10 mètres dans les arbres, et on a les autres nids qui vont être plus problématiques, qui vont être dans le bâti, qui vont être à hauteur d'homme en général dans des buissons denses, dans des et on a quelques nids qui vont même être sous le niveau du sol, c'est celui-là qui c'est sous une plaque d'égout. Et c'est ces nids-là qui risquent d'être dangereux pour la population, puisque forcément c'est un cycle lunaire, donc il y a un risque de piqûre. Donc à partir de ces données-là, on a pu refaire nos modèles en rajoutant le pertinent. Alors du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis qui aujourd'hui est déjà un petit peu dépassé avec le réchauffement climatique. Et donc, ce se rend compte, si vous vous rappelez de la carte qu'on a vue avant, mais donc c'est un peu pareil, c'est pas la même échelle de couleur, on va du bleu, violet jusqu'au jaune. Plus c'est jaune, plus c'est favorable. Et en fait, ce modèle va surtout nous retirer des zones qui, sur le paysage, sont pas favorables au frelon. Typiquement, alors surtout dans le sud-ouest, les forêts denses qu'on peut retrouver dans les Landes. Et, euh, mais globalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le frelon a aujourd'hui atteint ses limites climatiques en Europe. Et s'il progresse, c'est uniquement parce qu'on a certaines années qui vont être plus favorables. Et, euh, et finalement, on a une oscillation. Ça va donner une moyenne de densité. Mais on va avoir une oscillation avec des années, si c'est plus pluvieux par exemple dans le sud, il va pouvoir progresser dans le sud, comme c'est fortement arrivé cette année. Et si par contre c'est un peu plus sec dans le nord, peut-être qu'il est un peu plus sec avec un hiver plus doux, il pourra monter un peu plus dans le nord. Et je vous montre l'autre carte qui fait un petit peu peur, c'est à l'horizon 2100. Alors 2100 c'est très très loin. C'est là où on se rend compte que la zone favorable du frelon va considérablement augmenter.
Donc le frelon, c'est pas un problème qui va se résoudre tout seul. Le climat, enfin, va être bien plus favorable. Et ce que j'ai pas montré, enfin, bon, pas la carte sur le monde, mais sur le monde, le frelon devrait à terme disparaître d'Asie, puisque le climat devient défavorable. Pardon. Donc finalement, le frelon aurait peut-être probablement réussi à arriver en Europe à l'horizon 2100, naturellement, mais tout en disparaissant d'Asie. Ça va pour le moment. Donc je vais passer aux impacts. Alors sur les impacts, j'ai commencé par l'impact sur l'homme. Euh, Globalement, sur l'homme, on exagère souvent l'impact du frelon, de ce frelon. On exagère pas mal l'impact des frelons en général. Les frelons sont pas plus dangereux qu'une autre guêpe, ni qu'une abeille domestique si on n'est pas allergique. Non, je sais pas quel est le taux de personnes allergiques en Belgique. En France, on est à 0,3 à 7,5% de la population. Et globalement, plus on va vers le sud, les personnes sont allergiques, tout simplement parce que la saison où on se fait piquer est plus importante. Donc normalement, vous devriez être plutôt à moins de 1% de personnes allergiques. Je sais pas dit ça, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Et ce qu'on sait, c'est que le nombre de réactions allergiques, de cas allergiques va augmenter, puisque la saison où on peut se faire piquer a tendance à se rallonger chaque année. Mais globalement, si on n'est pas allergique, pas de risque. Et il faut vraiment réussir à se faire piquer plusieurs centaines de fois pour risquer d'avoir une envenimation, c'est-à-dire vraiment de mourir à cause du venin. Maintenant, une toute piqûre qui est au-dessus du niveau du cou, qui va être tout de suite très dangereuse, on peut faire attention, mais ça, c'est exactement comme avec la bulle domestique. Il faut être vigilant là-dessus, il faut faire attention quand on se fait piquer, aux symptômes, aux gonflements, aux sensations de vertige qu'on pourra avoir, qui peuvent être épileptiques et toutes ces choses-là. Et ce que j'ai pas mis ici, on sait que 80% quand même des accidents en France sont dus à l'abeille domestique. Et probablement, quand on fait des statistiques, c'est assez compliqué parce que l'abeille domestique va laisser son art. Dans les accidents qu'on a en France à cause des piqûres d'hyménoptères, on est loin devant l'abeille domestique. Après, il y a les deux espèces de guêpes communes qui viennent s'inviter à nos pique-niques, qui vont avoir tendance à piquer. Le frelon d'Europe ensuite, qui va rentrer dans la végétation la nuit parce que c'est la seule espèce qui est aussi nocturne. Et après, on a le frelon asiatique qui, malgré sa présence en zone urbaine, ne semble pas poser plus de problèmes que ça. Donc c'est des choses qu'on est en train de voir. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place cette année avec l'agence sanitaire en France pour essayer d'améliorer un peu ces statistiques, d'essayer d'inciter aussi les apprentis poissons à améliorer leurs compétences et essayer d'identifier les espèces de guêpes qui vont être responsables des accidents. Et on va essayer d'améliorer ces statistiques. Mais comme ça, de ressenti, on est plutôt sur le pronostic qui est responsable de peu d'accidents malgré sa réputation. Maintenant, sur les insectes, donc c'est un prédateur d'abeilles, euh, mais probablement pas que de ça. Et donc pour essayer d'évaluer son impact sur les insectes, on a là encore, c'est les mêmes nids qu'avant, on a issu à peu près 80 nids qu'on a disséqués et on a compté les alvéoles, essayé d'estimer le nombre de larves qu'il y avait dans les nids, la quantité de nourriture dont elle avait besoin d'une larve. Et ce qu'on peut, je n'entre pas dans le détail du protocole, ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'une colonie allait produire en moyenne 13 000 individus au cours de sa vie. Et donc c'est pas en même temps, hein, c'est au cours d'une saison. Et une colonie ne contiendra pas plus de 2000 ouvrières. Mais finalement, donc pour nourrir ces 13 000 individus, il va falloir leur donner à manger. Donc les frelons chassent de la viande des insectes pour nourrir leurs larves. Et je l'ai pas dit avant, ils vont sur les fleurs et les fruits mûrs pour se nourrir elles-mêmes de liquide sucré. Et donc, pour nourrir ces 13 000 insectes, une colonie va avoir besoin d'à peu près 97 000 insectes au cours de sa vie, ce qui fait à peu près 11 kilos d'insectes. Donc, c'est loin d'être négligeable, mais ce qui est assez classique, hein, ça fait quand même assez beaucoup pour une colonie et des insectes qui font une colonie de cette taille. Maintenant, sur la diversité d'insectes qui vont consommer, on a pour ça fait la même stratégie que le frelon fait avec l'abeille domestique, c'est-à-dire qu'on s'est placé dos à une colonie de frelons avec un fil à papillon et on a attrapé les frelons qui rentraient à leur nid.
ce qui est extrêmement facile. Et on a la chance que les frelons, quand ils attrapent une proie, ils l'attrapent, ils la gardent dans leur mandibule et ils ramènent ça à leur nid. Et donc on a attrapé à peu près 13 000 frelons pour 2400, 2300 boulettes de proie. Parce que le gros problème qu'on a, c'est que les frelons vont avoir tendance à mastiquer un peu leur proie et faire une boulette qui contiendra que les muscles alaires. Donc ça ressemble un petit peu à rien. Mais je pense que vous aurez tous reconnu qu'il n'y a pas d'abeilles dans ces photos-là. La première, c'est une guêpe sociale. La deuxième, c'est une araignée. Et la troisième, c'était une mésange. Alors, je vous rassure, ça s'appelle pas une mésange comme ça, c'était probablement une mésange qui était morte. Parce que le frelon asiatique a une tendance aussi un peu charognarde. Quand il trouve pas de proie, il va aller sur les charognes. Et finalement, son régime alimentaire, donc, est plus diversifié que ce qu'on pensait au début. Il ne pas que de l'abeille domestique, pas que des abeilles. Et son régime va être en fait assez variable en fonction du paysage, en fonction de la disponibilité en proie. C'est une espèce qui va être opportuniste. Et dans un milieu qui va être plus naturel, on va être globalement à un tiers d'abeilles domestiques. Bon, enfin, c'est des chiffres qui sont pour la France, hein, même le sud-ouest. Donc un tiers d'abeilles domestiques, un tiers de guêpes sociales, un tiers de mouches et une grande diversité d'autres insectes. Et plus on va aller vers un milieu urbain, plus on va avoir d'abeilles domestiques, tout simplement parce qu'on a moins d'autres espèces d'insectes. Et je ne sais pas si c'est le cas encore en Belgique, on a aussi une grande tendance à l'apiculture, au développement de l'apiculture en ville, puisqu'il y a moins de problèmes de pesticides. Et donc on peut atteindre jusqu'à 60 à 80% d'abeilles domestiques qui sont consommées par le faron en ville. Et finalement, alors, ce que j'ai pas dit, pardon, c'est que le pic de prédation a lieu aussi en octobre. C'est le moment où les frelons vont consommer le plus parce que c'est le moment où la colonie a atteint son maximum de population. C'est le moment où la reine va mourir, le moment où il y aura tous les sexués à nourrir, les sexués qui sont quand même des gros individus. Et, et finalement, on va avoir un impact qui va être assez limité sur la faune sauvage, donc par plusieurs aspects. C'est que déjà, il va avoir tendance à chasser des espèces sociales. Il les chasse plutôt en octobre, plutôt en fin de saison. C'est là qu'il va avoir vraiment un impact. Sur les guêpes sociales, la plupart des colonies seront en fin de cycle de reproduction, parce que le frelon asiatique a un cycle qui est plus long que toutes les espèces de guêpes sociales qu'on a en Europe. Donc, il va chasser des colonies qui sont déjà en train de se reproduire et qui sont en fin de vie. Il va pas attraper les sexués parce que les sexués retournent pas au nid, et lui attrape les insectes qui retournent au nid. Donc, il va juste attraper les vieilles ouvrières de colonies qui sont en train de mourir. Donc, pas d'impact ou très très peu d'impact sur les colonies de guêpes sociales. Sur les mouches, il va attraper majoritairement les mouches sur les charognes ou sur des parterres de fleurs, et finalement, il est très mauvais pour les attraper, donc il va attraper plutôt les espèces qui vont être abondantes. Il y a peu de risques qu'il attrape des espèces qui sont rares. Et par contre, sur l'abeille domestique, mais là, il va y avoir un problème puisqu'il va attaquer les abeilles domestiques, qui sont des espèces qui vont avoir des colonies qui sont pérennes, à une période où, au contraire, elles ont besoin de faire des réserves d'espace l'hiver. Et donc, je vais montrer ça un petit peu après. Et des collègues espagnols ont quand même démontré qu'il y aurait un impact sur la pollinisation des espèces végétales à floraison tardive. Alors, ils ont montré ça sur la menthe. Et il y en a probablement sur d'autres espèces, tout simplement parce que les, les frelons, par leur présence, stressent les autres insectes pollinisateurs qui vont avoir tendance à rester moins sur les fleurs. Même s'ils n'arrivent pas à les attraper, leur présence gêne les insectes qui vont à avoir tendance à essayer de se dépêcher et du coup, la pollinisation sera moins efficace. Donc maintenant, sur l'abeille domestique, je dis que c'était essentiellement donc là-dessus qu'on va essayer d'avoir un impact. Pour faire ça, on a essayé de travailler dans une zone qui s'appelle Écobi, qui est une zone qui est au sud de Niort, dans le sud de la France, enfin, ouest, et qui est une zone qui s'appelle la zone d'Écobi, qui est une zone où les chercheurs étudient et suivent tout ce qui se passe dans l'environnement, les pratiques agricoles, les périodes de floraison des plantes, et ils suivent des ruches, ils suivent vraiment l'état de santé assez intensément des ruches qui sont suivies. Et on a essayé de travailler avec eux. Il se trouve que le frelon commençait à traverser ces zones-là. Et on s'est dit, on pourra voir quel est réellement l'impact du frelon, on va voir du avant et du après. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'est que les frelons n'ont pas du tout aimé cette région et ils l'ont traversée sans s'y développer réellement. Donc, on a été obligé de faire
de faire des modèles. On l'a encore, donc c'est un peu moins précis que du réel. Mais on a fait des modèles, et ce qu'on a pu démontrer, c'est que finalement, c'est pas tant par la prédation qu'on avait un impact sur l'apiculture, sur la survie des ruches, mais par la présence des frelons en vol stationnaire. En fait, les frelons restent en vol stationnaire devant la ruche, et donc ça, c'est l'activité de la ruche et le nombre de frelons. En fait, plus on a de frelons, plus l'activité de la ruche va décroître. En fait, les abeilles vont voir le frelon et avoir un comportement qui est totalement inadapté à une espèce qui chasse de cette façon. C'est un comportement qui peut se révéler efficace face à des vertébrés, ce qui peut se révéler efficace par exemple face au frelon d'Europe. Le frelon d'Europe, quand il chasse, il attrape des abeilles s'il y en a. Si les abeilles sortent plus, il va passer son chemin. Mais le frelon asiatique, lui, il va, en fait, il sait qu'il y a danger. C'est un, bon, c'est un prédateur, mais si on se place à une échelle de colonie, c'est plutôt un parasite, dans le sens que il va, c'est qui, j'ai des choses séparation. Euh, ouais, c'est tout le temps. Non, je vais pas faire l'histoire d'un verre. En gros, ça veut dire que tu peux déplacer, mais il faut appuyer un peu. Donc, oui, donc le frelon est plutôt un parasite dans le sens qu'une colonie, ce qu'on a pu observer quand on a travaillé sur le régime alimentaire, ils ont tendance à aller chasser sur 3 à 4 sites uniquement. Donc, ils vont chercher des endroits où il y a de la nourriture qui va être présente en permanence. Donc, typiquement, ça va être une colonie guêpe, ça va être une colonie d'abeilles. Excusez-moi, mais vous n'avez pas parlé un peu plus doucement parce que Je vais te comprends. Enfin, moi, je ne comprends pas trop bien ce que vous racontez parce que ça va trop vite et vous mangez la moitié de vos mots. Donc, Je vais faire un. désolé, mais Vous aurez dû dire un mot. Je suis désolé. Euh, donc, du coup, oui, pardon. Du coup, oui, on est plutôt sur une espèce qui est, si on se place à une échelle de colonie, c'est plutôt un parasite qu'un prédateur, dans le sens qu'il a son intérêt à lui, c'est compliqué de trouver une source de nourriture, et il va chercher des sources de nourriture, il va s'y tenir, et si la source de nourriture disparaît, il n'aura plus à manger, il faudra qu'il retrouve une autre source. Et finalement, dans un contexte normal, avec des abeilles qui ignoreraient finalement la présence du frelon, le frelon asiatique, il se relaie devant la ruche, ils sont en général pas très nombreux, et ils vont attraper les abeilles les unes après les autres, et ça affaiblira la colonie d'abeilles, mais elle va pas disparaître. Nos abeilles, elles n'ont pas coévolué avec ce frelon, elles ont ce comportement inadapté, qui est en fait de paralysie, et finalement, on voit pas très bien, mais c'est le graphique à droite, finalement, on va avoir deux réactions, c'est les abeilles vont arrêter de sortir. On va voir, donc c'est plutôt à l'automne, elles arrêtent de sortir. On va avoir une augmentation de la taille de population de la colonie, puisqu'en fait les abeilles ne sortent plus, elles meurent moins. On va avoir une diminution des réserves. Et finalement, on va se retrouver avec des abeilles qui vont être trop populeuses à l'entrée de l'hiver, avec peu de réserves, et qui vont risquer de mourir, enfin, qui vont mourir la plupart du temps, si ça était trop important, pendant l'hiver ou au printemps. Et finalement, on a quelques colonies qu'on a pu observer qui, elles, ignoraient un peu plus la présence du frelon, maintenaient une activité jusqu'à un certain point. Et ces abeilles-là survivaient bien mieux que les colonies qui avaient développé en fait ce comportement de paralysie. Donc même s'il y a une prédation qui va être importante, les abeilles vont réussir à survivre parce qu'on va avoir une population qui sera plus faible et quand même un peu de miel qui va rentrer. Et ce que je voulais dire, du coup, avec ce comportement de paralysie, va arriver un deuxième effet, c'est que les frelons, sachant qu'il y a de la nourriture à l'intérieur, vont rester en vol stationnaire et ils vont s'accumuler devant la ruche. Et donc on peut se retrouver, au lieu d'avoir quelque chose qui roule tout seul, on risque de se retrouver avec une augmentation du nombre de frelons dans la ruche et avec une paralysie qui va s'intensifier et vraiment des abeilles qui arrêtent totalement de se... Et donc en fait, ça amplifie. Plus il y a une paralysie, plus ça va amplifier le phénomène, puisque les frelons vont attendre devant la ruche. Et donc, à partir de ça, on a essayé de déterminer le coût économique donc pour l'apiculture
parce qu'on a donc ces cartes de densité. Une carte de densité, ça va pas nous apporter grand-chose. Et on a, là encore, développé un modèle. Donc, on a couplé ces cartes de densité avec les cartes de densité, quand c'était en nid de frelon, avec les cartes de densité en ruche. Et on a essayé donc d'estimer le nombre possible de frelons qu'on pourrait avoir devant les ruches. Donc, je vous ai pas dit avant, j'ai oublié du coup, c'est qu'on sait qu'à partir de 12 frelons, on peut avoir une paralysie de la ruche totale. Donc, à partir de 12 frelons qui sont présents en même temps devant une ruche, ça va entraîner une paralysie totale de la ruche. Et en général, on va arriver à une mortalité. Paralysie totale, c'est quasiment certain qu'on a une mortalité si c'est quelque chose qui va durer tout l'automne. Et donc, on va essayer de définir le risque, juste en couplant cette densité en ruche et cette densité en frelons, le risque d'avoir ce taux de 12 frelons qui est présent devant une ruche. Donc, c'est uniquement le risque de mortalité qui sera 100% dû aux frelons. Parce qu'on peut, hélas, pas déterminer. Il y a plein de facteurs d'affaiblissement des colonies d'abeilles et c'est assez difficile d'évaluer la part du frelon. Donc, on peut juste estimer la mortalité réellement du frelon. Et ça nous donne deux cas. On sait que finalement, les colonies de frelons, je n'ai pas trop parlé, vont osciller très fortement d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques. Et on a donc développé deux scénarios, un scénario où il y a une faible densité en nid et un scénario où il y a une forte densité en nid. Et ce qu'on a pu évaluer, c'est qu'en cas de très forte densité, on pouvait atteindre 30% de mortalité à 100% du haut frelon en France pour un coût de 30 millions d'euros par an. Donc ça, c'est globalement, c'est ce qu'on risque d'obtenir à long terme avec le réchauffement climatique, avec les cartes que je vous ai montrées. Alors après, ça, c'est qu'un modèle. Donc on a préféré coupler ça à un suivi avec un questionnaire qu'on a demandé aux apiculteurs de nous remplir. C'est quelque chose qu'on a fait, on a fait une diagonale de France à l'Allemagne, qui nous a permis d'avoir tout un gradient de densité en frelons. Et surtout, ça nous a aussi permis de lancer le suivi du frelon en Allemagne. On a fait ça 2 ans de suite, une année qui était peu favorable au frelon, une année qui était très favorable au frelon. On a demandé aux participants de compter le nombre de frelons maximal qu'ils avaient pu observer devant leur ruche, devant leur ruche à l'automne. Et c'est assez rassurant. En fait, les taux étaient quand même assez surestimés par rapport à nos modèles, même si c'était juste taux qu'on peut atteindre dans certaines années. On a atteint des risques qui étaient de 4% ces deux années-là. Donc aujourd'hui, on est sur 4% de mortalité qui sont dues au frelon, même si en fait on a des années qui étaient quand même bien pires après. Mais 4% de mortalité et 100% dues au frelon, c'est pas si important que enfin, ce qui peut être véhiculé en tout cas par les associations apicoles en France. Mais c'est très compliqué d'évaluer les pertes dues au frelon. Parce qu'il n'y a pas que la mortalité, il y a aussi, il va se cumuler à d'autres facteurs d'affaiblissement. Il va y avoir une perte de production aussi pour les apiculteurs. Et là, c'est des choses qu'on va avoir beaucoup de mal à évaluer. Donc probablement, on est entre 4 et 10 ou 15% de pertes économiques pour l'apiculture, mais c'est quelque chose qui sont Est-ce que ça va toujours pour le moment? Je passe déjà à la lutte. Je passe à la lutte. Alors sur la lutte, bon, alors, c'est un peu franco-français du coup, je ne connais pas trop la législation en Belgique. En France, le frelon a été classé danger sanitaire pour l'apiculture et espèce exotique envahissante en 2012 et 2013. Et ça a permis de mettre en place le suivi et la surveillance du frelon et aussi essayer de débloquer des crédits qui permettent d'initier un peu la lutte. C'est quelque chose qui est assez tardif par rapport à la détection du frelon qui était finalement en 2005. Mais on n'a pas eu vraiment de chance en France. C'est que le frelon est arrivé à un moment où on est en pleine réforme du sanitaire, de la législation sanitaire, ce qui est encore continué aujourd'hui. Et il n'y avait rien du tout côté espèces exotiques. C'est la première espèce qui a été classée là-dedans. Et le frelon a été retiré des dangers sanitaires en 2022. Donc aujourd'hui, tout est renvoyé au ministère de l'Environnement. Sauf que côté ministère de l'Environnement, on est sur une espèce classée exotique envahissante qui en fait introduit uniquement
l'introduction dans le milieu naturel. Et l'espèce a été classée aussi au niveau européen en 2013, ce qui donne des obligations aux États membres, notamment pour l'obligation de délai, pour mettre en place la surveillance, pour mettre en place les éradications rapides et pour avoir un plan d'action pour limiter ces impacts. Et en France, on est dans un cas qui est en fait, on a une dérogation là-dessus, comme on est sur une espèce vraiment largement répandue, on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose, donc on est vraiment plus que sur de la limitation d'impact. Et aujourd'hui, on a uniquement cette possibilité, c'est que le préfet de chaque département classe le frelon nuisible, on dit, ce qui donne la possibilité de rendre la lutte obligatoire, et le cas de nulle part aujourd'hui en France, et donne la possibilité alors, aux organismes pardon, qui vont être mandatés pour gérer la lutte, d'entraîner même sur les terrains privés, de mettre en place ces opérations de destruction. Sauf que tous ces textes de loi ne sont pas accompagnés de financement qui seraient débloqués, donc en général, c'est pour ça que les préfets ne font rien, puisqu'il faudrait qu'ils mettent supportable. Donc après, sur la lutte en tant que telle, donc on pense d'abord aux ennemis naturels. Alors, le premier, un qui fait le buzz régulièrement, c'est la poule. Je ne sais pas si ça fait le buzz jusqu'ici. Régulièrement, ça ressort en France. Donc, les poules qui mangeraient, c'est même la poule de Janzé, qui est une poule qui serait plus insectivore, qui mangerait préférentiellement. Et donc, les poules, oui, effectivement, mangent les frelons, mais les poules mangent aussi les abeilles. Et, euh, et on a plusieurs cas, plusieurs cas d'apiculteurs qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient déplacé leurs ruchers dans des poulaillers industriels et leurs abeilles, elles n'ont pas fait une seule. Donc les poules, ça peut marcher. Le problème, c'est que les poules, il y a un apprentissage, que certaines poules vont aimer les abeilles, certaines vont préférer les frelons. Et si vous n'avez pas beaucoup de poules, il n'y aura pas trop d'impact. Et vous aurez peut-être la chance qu'effectivement, qu'elles préfèrent les frelons. Et c'est assez facile de tester. Donc, je vous dirais tester, mais allez pas jusqu'à mettre les ruchers dans les poulaillers qui sont assez importants, parce que c'est sûr que vos ruches passent pas. Dans les autres choses qui font régulièrement du bruit, il y a les plantes carnivores. Je vais aussi les plantes carnivores. Il y a les plantes carnivores qui mangent les frelons, pas des plantes locales, c'est que des plantes exotiques, qui en général ont besoin de beaucoup d'eau, ont besoin d'eau déminéralisée. Et donc à cultiver, c'est un peu compliqué. Et de toute façon, il a été démontré qu'elles savaient tout ce qui passait. Elles ne sont pas spécifiques aux frelons. De toute façon, les frelons sont dans sa zone d'origine. Donc forcément, ils mangent tout ce qui passe. Et finalement, dans les prédateurs efficaces de nid, on a seulement en France un rapace, qui est la gondrée apivore, qui est le seul oiseau qui va s'attaquer directement au nid et va détruire les nids pour manger les larves. Il y aura peut-être un petit peu le guêpier qui pourra s'attaquer aux frelons devant les nids, mais tout ça sans avoir beaucoup d'impact. Et la gondrée apivore n'est pas en suffisamment forte densité pour réguler les frelons, même si on se rend compte que les gondrées ont tendance de plus en plus à attaquer les nids frelons asiatiques, alors qu'avant elles s'attaquaient plutôt aux nids de guêpes dans le sol. Et le seul prédateur efficace, réellement efficace en Asie, c'est le frelon géant d'Asie. Alors il y en a deux, en fait, il y a celui-là qui est mandarien, et il y a Soror qui a été introduit il y a 2 ans en Espagne, qui va avoir tendance à monter. Le problème du frelon, des deux frelons blancs, c'est que c'est des prédateurs de frelons, des grands prédateurs de frelons, mais c'est aussi des prédateurs d'abeilles, de guêpes. Et c'est des frelons qui nidifient à hauteur d'homme, c'est des frelons qui font des gros nids, et c'est des frelons qui ont des venins très dangereux pour l'homme. Donc celui-là, maintenant qu'on en a un des deux qui est en Europe, il faudra être vraiment vigilant, parce que pour le coup, on risque vraiment d'avoir un problème sanitaire pour l'homme, et peut-être qu'il est plus facile à gérer sur les ruches, parce qu'il a tendance à faire des chasses en groupe, et c'est plus facile à capturer. Donc, les apiculteurs en Asie, c'est un problème, mais en même temps, on arrive à mieux le gérer. Mais il faut le détecter. Et le problème, c'est que ce frelon, il va avoir tendance à chasser en groupe, et quand il chasse en groupe, ils arrivent en masse, ils tuent toutes les abeilles adultes, vous avez dû voir les vidéos déjà sur YouTube peut-être. Ils attaquent en masse, ils détruisent toutes les adultes, et après, ils vont manger tout. Donc si vous n'êtes pas là au moment où il y a les attaques, s'il n'y a pas possibilité de les capturer, vous arrivez, vous avez plus d'abeilles, et vous n'avez plus des larves. Et du coup, ça peut vraiment faire des dégâts importants. Et donc celui-là, c'est assez inquiétant qu'ils soient arrivés en Espagne. Et donc ça fait 2 ans, on n'a pas trop entendu parler. Donc on espère que finalement ils s'adaptent pas très bien.
mais ça sera à surveiller. Et dans les ennemis naturels, on a des parasites. Actuellement, on a deux parasites qui ont été découverts. On a une mouche et un ver qui sont trouvés occasionnellement chez le frelon. Mais globalement, les frelons sont assez résistants, enfin sont même très résistants à tout ce qui est parasitisme, à tout ce qui est même maladie et même prédation. Pour une raison très simple, je vais parler un petit peu plus, je vais un peu lentement, pardon. On a énormément de pathogènes dans les maladies. On trouve occasionnellement dans les nids, on a des virus qu'on a trouvé, on a trouvé plein de choses dans les nids de frelons. Mais donc, globalement, les frelons sont très résistants et les guêpes sociales sont en général très résistantes à tout ça. Pour une raison simple, chez l'abeille domestique, les cadres, enfin les galettes, le couvain et à la verticale, avec des alvéoles qui sont un peu inclinées et les abeilles, les larves qui baignent en fait dans le fond de l'alvéole. Une larve qui va être malade, elle va rester coincée dans le fond. Et il va falloir que les abeilles apprennent à reconnaître la maladie, sortent la larve et l'évacuent. Chez les guêpes et les frelons, donc les frelons c'est des guêpes, hein, les galettes sont à l'horizontale avec les larves qui ont la tête vers le bas. Les alvéoles sont orientées vers le bas. Et les larves en fait se tiennent à l'intérieur de l'alvéole. Et si une larve est malade, elle va tomber. Elle tombe et elle est évacuée automatiquement. Donc en fait, une maladie va avoir tendance à pas se propager trop dans les colonies. Elle va être très rapidement évacuée. Et ce qui fait que si on n'a pas quelque chose qui est suffisamment virulent pour contaminer toute une colonie, ce sera totalement inefficace. Et donc on va trouver plein de maladies, les frelons, plein de maladies, et plein de parasites, mais au final l'effet est assez négligeable. Et question prédateurs, on est sur des colonies qui ont des croissances très importantes. Donc si les prédateurs n'ont pas une action sur la colonie directement, une action sur la colonie très tôt en saison, donc au moment où la colonie est vraiment toute petite, vu que la croissance est quasiment exponentielle, il va falloir que les prédateurs consomment. Alors les estimations, c'est plus de 80% des ouvrières à un instant donné pour avoir un impact sur la survie de la colonie. Donc c'est vraiment important et en général, les prédateurs n'ont pas une action suffisamment importante pour avoir un effet si grand sur la survie des colonies. Donc du coup, il faut qu'on agisse nous-mêmes. La première chose, c'est détruire les nids. Je vous ai mis tout ce qu'il fallait pas sur ce niveau. Donc un peu toutes les méthodes qu'il faut éviter. Alors peut-être que le feu, c'est pas problématique en Belgique. Ils ont un peu plus de billes que nous, mais forcément détruire des nids avec une lance, enfin avec un lance-flamme, pardon, dans le sud-est de la France en fin d'été, ça peut être problématique et on est déjà à plusieurs maisons et plusieurs champs qui ont été détruits en France, si vous voulez. Quelques personnes qui ont détruit des nids au feu. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. On a ce qui est très couramment utilisé encore, c'est la destruction au fusil. On a même des protocoles qui circulent avec des tirs croisés, différentes tailles de cartouches. Et alors vous voyez probablement pas, mais ça c'est un nid le nid du haut, c'est un nid qui est détruit au fusil. Et, euh, et en fait, globalement, les frelons, quand on tire dessus avec des fusils, les frelons dans leur nid ne comprennent pas ce qui se passe et ils vont avoir tendance à voler autour du nid. Donc les chasseurs craignent rien, mais c'est pas en tirant au fusil qu'on va tuer tous les insectes d'un nid. Et donc globalement, le nid pourra, si c'est pas suffisamment tard en saison, la colonie va pouvoir reconstruire un autre nid. Et les chasseurs craignent rien. Par contre, une colonie de frelons, naturellement, enfin, quand elle n'est pas dérangée, on parle d'une distance de sécurité de 5 mètres, c'est comme la veille domestique. Par contre, quand elle va avoir son nid qui est à moitié détruit, là, ils vont être très énervés et on est franchement à au moins 100 mètres. À 100 mètres, les frelons viennent vous voir. À 50 mètres, ça vous fait attaquer le détruire un nid au fusil, ça peut être vraiment dangereux et il faut vraiment éviter de le faire. En fin de saison, ça ne sert plus à rien. On va dire en début d'automne, c'est dangereux. Après, il y a plein de choses innovantes qui se développent. Il y a des drones qui vont envoyer d'insecticides. Il y a des paintballs, je ne sais pas si c'est trop utilisé en Belgique. On a des paintballs qui vont envoyer des billes d'insecticides dans les nids. Et globalement, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes pour détruire des nids qui sont pas accessibles. Mais le problème, c'est que le nid va rester dans l'environnement. Donc en général, on va pas pouvoir le descendre si on n'arrive pas à y accéder pour le détruire. Et on va se retrouver avec un insecticide présent dans l'environnement qui, du coup, va se disperser. Et finalement,
La méthode qu'on m'a conseillée, c'est la méthode de droite, qui est la perche télescopique. Donc là, c'est le jour, on conseille plutôt de faire ça de nuit parce que le frelon asiatique est strictement diurne, donc il est actif que de jour. Donc de nuit, on peut détruire toute la colonie. Et donc avec une perche, on va injecter un insecticide dans le nid. Et après, on va descendre le nid pour le traiter en déchetterie, donc en produit toxique. Sur ces méthodes-là, donc en France, il faut une autorisation, il faut passer un certificat. On a eu pendant quelques mois une autorisation d'utilisation du dioxyde de soufre. Je ne sais pas s'il est utilisé en Belgique. Donc on a une autre molécule qui est dioxyde de soufre qui n'est aujourd'hui pas autorisée en France, qui permet d'injecter ce produit qui a l'avantage, une fois qu'il a réagi, d'être totalement inerte. Ça se sent le fluoride uniquement. Et hélas, on n'a aucune entreprise qui a envie de porter sa mise sur le marché. Et donc, il ne s'est pas commercialisé, on n'a pas le droit d'utiliser pour cet usage, donc on continue avec des insecticides. Avec les cas de beaucoup de nids qui ne sont pas descendus, et on se retrouve avec des oiseaux qui vont dans les nids, même si souvent c'est des permétrines qui ne sont pas très nocifs pour les oiseaux. Si un oiseau consomme beaucoup, ça va quand même pas être génial. Et surtout, les oiseaux, quand ils vont dans les nids, ils vont faire tomber la permétrie. Ça va contaminer le sol. Si c'est au-dessus d'un étang, ça sera encore pire, puisque c'est très toxique pour petits carnivores et animaux. Alors, sont en développement, j'ai peur que ce soit un petit peu à l'arrêt parce qu'on n'a aucune nouvelle. Des perches qui vont envoyer de la vapeur d'eau dans les nids. Les retours que j'avais eus, c'est que c'était pas instantané et du coup, c'était peut-être pas idéal que les gens, des insecticides n'aient pas trop l'idée de rester une demi-heure à une heure à détruire un nid avec de la vapeur d'eau. Mais ça a l'avantage de mettre aucun produit chimique et de pas intoxiquer l'environnement, polluer l'environnement. Mais j'ai un peu peur que ce soit au point mort. Maintenant, détruire les nids, est-ce que c'est utile? Et on a des collègues de l'INRA d'Orléans qui ont travaillé sur des modèles de dynamique de population. Alors ça date un petit peu, c'était en 2012. Donc ils ont essayé de fixer la progression entre 2013 et 2020 en fonction de différents taux de destruction de nids avant la période de reproduction. Donc on est sur 30% de destruction, 60% ou 95% de destruction. Et ce qu'on peut voir, c'est que 30% de destruction de nids, c'est strictement rien pour la régulation de la population. 60%, on freine la progression uniquement. Et en fait, il faudra détruire plus de 95% des nids chaque année avant la période de reproduction pour espérer voir diminuer un peu la population. Et donc, sur les 7 ans qu'ils ont évalués, c'était seulement 50% de diminution, en sachant qu'à l'époque, le frelon était vraiment dans le sud-ouest de la France. Donc, c'est tout ça pour dire que essayer de détruire les nids de frelons, pour le réguler, c'est quelque chose qui est un peu illusoire, surtout aujourd'hui, que le frelon a une aire de solution qui est bien plus importante. Et aujourd'hui, ce qu'on détruit globalement, en mettant beaucoup de moyens en France, on est à 40% des nids qui sont détruits effectivement avant la période de reproduction pour un coût annuel qui est estimé à 12 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on dépense à peu près 12 millions d'euros chaque année en France. C'est toujours le cas. Pour détruire 30 à 40% des nids. J'espère qu'il y a certains commencent à comprendre que ça ne sert pas à réguler la population, mais je pense que c'est pas comme ça que c'est envisagé. Et le problème majeur qu'on a, c'est la détection des nids. Aujourd'hui, on ne sait pas détecter les nids. Et il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées. On a les caméras thermiques. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un nid qui est juste devant. Et si vous voyez, le nid il est quasiment de la même couleur que le portage qui est derrière. Et pour avoir vu la photo sans caméra thermique, le nid, on voit très bien vu. Et en fait, le gros problème qu'on va avoir avec la caméra thermique, c'est que le feuillage des arbres va masquer et en fait, le nid. Les nids ont un très bon nid, ils sont très bien isolés, donc en fait, ils dégagent très peu de chaleur. Et les feuillages va cacher le nid, et finalement, la caméra thermique, ça marche pas si bien. Occasionnellement, ça peut aider à détecter. Alors, il y a des choses qui se développent, c'est vraiment en progrès. Il y a des choses qui se développent avec des drones, avec des, des modèles qui vont essayer de déterminer, donc avec de l'intelligence artificielle, essayer de déterminer. Donc, quand le drone va voler, il va enregistrer toutes ces images et après,
il va analyser les images et essayer de déterminer les endroits où potentiellement il a vu un nid. C'est des choses qui sont extrêmement coûteuses, mais qui sont en développement. Peut-être qu'un jour, ça sera efficace. Aujourd'hui, on en est très loin. On a des collègues italiens qui ont travaillé sur des radars harmoniques. Radars harmoniques, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des gros radars. Donc, ces gros radars qu'on voit au milieu, c'est des gros radars qu'on voit sur des bateaux qui tournent. Et ça a l'avantage que grâce à ces radars, on peut mettre un tout petit amplificateur sur un frelon qui est très léger, c'est une petite antenne. Donc c'est quelque chose de passif. Et le radar, en fait, c'est le principe de l'écolocation. Ça envoie des bips et ça tape l'amplificateur et ça revient. Et ça permet de suivre les frelons et même d'en suivre plusieurs à partir d'un seul. Le gros problème du radar harmonique, c'est que si un obstacle, ça ne marche plus. Il suffit d'un buisson et le frelon est totalement perdu. Et le problème, c'est que la portée, elle est de à peu près, je crois que c'était 200 mètres, et que c'est un radar qui est fixe. Il faut à chaque fois fixer au sol, c'est un radar qui font 2 mètres de large pour avoir ces portées-là. Et il faut fixer avec des câbles, donc c'est quelque chose qui est totalement illusoire pour détecter les nids, même si ça peut être intéressant pour mieux comprendre la biologie du frelon, à proximité de son nid, comment il va chasser, comment il choisit ses sites, mais c'est pas quelque chose qui peut être envisageable pour de l'adulte. Finalement, la seule méthode aujourd'hui qui a été démontrée efficace pour trouver les nids, c'est l'utilisation de balises radio. Donc, c'est quelque chose qui a été découvert en 2018 par un collègue anglais. C'est des balises qui sont, alors on la voit ici, qui sont assez légères pour être portées par les frelons. Alors à l'époque, c'était des balises qu'on pouvait placer quand même que sur des gros frelons, donc c'était du mois d'août uniquement. Et donc ça laisse pas beaucoup de temps, ça laisse septembre pour trouver les nids. Et c'est des balises qui étaient à usage unique, qui étaient très coûteuses. On est sur 180 € la balise. Et elles ont une espérance de vie de 5 jours, je crois, à peu près. Donc quand on l'a activée, elle dure 5 jours. Et il faut avoir le temps de détruire le nid, récupérer la balise pour la réutiliser éventuellement. Mais en général, on n'a quand même pas le temps. Et surtout, des balises, on en perd. On en perd pas mal. Il suffit que le frelon se prenne un camion ou se prenne sur le toit d'un immeuble et c'est perdu. Et donc, globalement, on arrive rapidement euh, alors, en fonction du contexte, on est à une demi-journée, en gros, si le paysage est favorable et que le nid est à proximité, jusqu'à 2 jours, dans l'expérience qu'on a faite. Des fois, on trouve jamais le nid, des fois, il faut 6 jours pour trouver un nid. Et globalement, si on voulait détruire 95% des nids à temps, on serait à plus de 250 millions d'euros chaque année en France, pour détruire plus de 95% des nids. Donc 250 millions d'euros par an, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on a des balises qui sont un petit peu mieux, on a des balises qui sont plus légères, qui sont beaucoup moins coûteuses, qui sont à 60 € à peu près, et qu'on peut placer sur des frelons un petit peu plus tôt. Donc les choses s'améliorent, mais ça reste quand même excessif, le coût majeur. Finalement, petit à petit, ça va pas être la balise, ça reste le temps humain, ça reste le coût de destruction, et donc on va réduire les coûts. Toujours pour de la régulation, ça va pas être forcément le plus efficace. Et reste la méthode asiatique. Parce que les Asiatiques mangent les frelons, donc ils ont des méthodes pour les chasser. Donc attraper le frelon, installer sur lui un petit ruban ou même sur le ruban, et se mettre à plusieurs, essayer de suivre les frelons sur leur chemin. Et honnêtement, avec l'habitude, on est aussi rapide comme ça qu'avec une balise. Donc vous pouvez le faire, ça demande du temps, mais ça reste moins coûteux. Et ça permet d'être faire les nids. Et le problème majeur qu'on a, c'est comme ces méthodes sont coûteuses et un peu longues, beaucoup d'apiculteurs, en tout cas en France, se mettent, enfin de plus en temps maintenant, utilisent du fipronil qu'ils vont mettre sur des appâts empoisonnés et ils vont mettre ça sur leur rocher et les frelons vont attraper, enfin vont prendre un morceau de viande avec le fipronil, vont ramener ça à leur nid, contaminer leurs larves et la colonie va mourir. Le problème, c'est que les nids, on les trouve pas, que le fipronil se retrouve dans l'environnement et qu'on se retrouve avec une contamination du milieu environnemental, et à moyen terme, ça revient sur l'abeille, savoir que le fipronil est interdit en Europe. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est le plus utilisé. On a essayé de travailler, nous, sur un autre insecticide qui est le spinosad, avec l'ITSAP, mais au final, sur pression du monde apicole, des associations apicoles, le ministère de l'Environnement a stoppé les financements. Donc du coup, on n'a pas de solution qui serait un petit peu moins nocive à proposer. Mais
Donc aujourd'hui, je pense que la majorité des agriculteurs continuent à utiliser du fipronil pour ceux qui utilisent ces méthodes-là. Et c'est vraiment quelque chose que je ne conseillerais pas parce que le fipronil, c'est vraiment une salope. Et après, il y a quelque chose qui est utilisé depuis maintenant longtemps, c'est le piège de fondatrice, c'est le fait d'avoir une action préventive, attraper les rennes avant qu'elles fondent. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait depuis très longtemps, depuis 2007, donc depuis quasiment la découverte du frelon. On s'est rendu compte qu'il s'était installé. On s'est rendu compte que, qu'il y ait piège ou pas, on avait une oscillation du nombre de nids. C'est quelque chose qui était très pratiqué dans plein de départements du sud-ouest. Et c'est très compliqué à faire comprendre, parce qu'en fait, si un piégeage était mis en place, les frelons aussi, naturellement. Si le piège est mis en place à un moment où le nombre le milieu en fait devient favorable, les frelons vont augmenter. Les personnes vont penser que le piégeage ne marche pas puisque le nombre de frelons augmente. Si ça baisse, ils pensent que ça marche. Si ça remonte, ils pensent qu'ils n'ont pas été assez efficaces. Et en fait, à terme, on se retrouve avec tout le monde qui pense que ça marche alors que personne n'a jamais évalué la chose correctement. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à évaluer. On a fait ça avec l'INSA et très compliqué à évaluer parce qu'on est sur une espèce qui disperse beaucoup. Je dis c'est de l'ordre de 80 km. On sait une fondatrice elle est capable de voler 40 km par jour. Donc on est aussi sur une échelle spatiale qui est assez importante. Et surtout, c'est une espèce qui est très sensible au climat printanier. Donc finalement, on est obligé de se placer sur plusieurs années. Et on est obligé de se placer sur plusieurs départements aussi pour avoir des climats différents. Et donc pour faire ça, on s'est placé sur 3 départements de la façade atlantique en France. On a travaillé pendant 4 ans et on a essayé d'estimer, enfin on a travaillé avec des collaborateurs locaux, des associations d'apiculteurs notamment. On a la densité en piège, on a le nombre de fondatrices capturées, et on a le nombre de nids détruits et le nombre de nids qui ne sont pas détruits. Et on a pu montrer grâce à ça qu'on avait une tendance à la baisse du nombre de nids si on avait des pièges à moins de 200 mètres d'un rocher, avec un effet cumulatif d'une année sur l'autre. Alors j'insiste bien sur le fait que c'est une tendance, c'est pas significatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que ce soit vraiment efficace, mais on se pose la question sur 4 ans, est-ce qu'en fait on n'a quand même pas un effet sur 4 ans qui s'est produit? Et c'est un petit peu compliqué, parce que c'est le genre d'études en fait qu'on aurait dû faire peut-être sur 10 ans, et c'est compliqué d'avoir des financements pour des projets de recherche si longs, et je pense qu'on aura beaucoup de mal à publier ça, puisqu'on n'a pas de résultats significatifs, on n'a pas quelque chose de fiable, mais on a pu montrer une tendance. Donc on peut se dire, on a une tendance, peut-être qu'il faut conseiller le piégeage de printemps. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les pièges sont globalement pas sélectifs. En tout cas, au moment de cette étude, les pièges, on était sur 95 à 99% taux d'insectes capturés dans les pièges. Et c'est pour ça que malgré les résultats de cette étude, on était toujours à déconseiller le piégeage de printemps pour l'impact qu'il pourrait y avoir sur d'autres espèces. Euh, donc, on a fait ce travail et on a la chance que le ministère de l'Agriculture continue à financer l'INSAP, donc l'INSAP, c'est l'Institut de l'abeille, pour évaluer des pièges et évaluer les nouveaux pièges qui pourraient apparaître. Et donc ça, c'est les résultats de l'année de 2024. Donc tous les pièges qui sont évalués. Et on était un petit peu optimiste sur le piège digital qui est tout en bas, parce qu'il y avait des résultats préliminaires qui étaient très intéressants. On était sur des tests préliminaires à quasiment 80% de frelons. Et en réalité, une fois qu'on fait ça à plus grande échelle, c'est souvent le cas, on est sur des conditions qui sont un peu plus variables, et on n'est plus qu'à 25% de frelons capturés. Et au final, on a un gros problème, c'est que les pièges sont globalement peu sélectifs, ils sont surtout globalement peu attractifs. On ne sait pas aujourd'hui la proportion de frelons qui capturent, mais on n'est pas certain qu'il y ait quand même un effet sur la densité en colonies qui sont fondées effectivement autour. Et on a une forte variabilité dans l'espace, en fonction de la localisation du piège, en fonction de la période où le piège est posé. Et dans le cadre, il y a un plan national de lutte en France qui est mis en place. On va inciter à faire un suivi rigoureux. On ne va pas déconseiller les piégeages de printemps. Ce qu'on va conseiller, c'est si vous voulez faire un piège de printemps, déjà le limiter à la proximité des ruchers. Ça limite l'impact sur les autres espèces. Et, et surtout contrôler vos pièges. Contrôler vos pièges pour voir ce que ça capture, parce qu'on sait que des fois, un piège va capturer beaucoup de frelons, des fois, il ne marchera pas du tout, il va capturer plein d'autres espèces d'insectes. Et dans ce cas-là,
pensez à bien les retirer, parce que déjà, s'il attrape quasiment que d'autres insectes, ça va être inefficace et il y aura un impact environnemental qui est loin d'être négligeable. Et maintenant, un peu, c'est pour être réaliste, pas pour être pessimiste. Les invasions de guêpes, c'est pas quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit, le frelon, c'est une guêpe. Et on a le cas de la guêpe germanique, qui est la guêpe la plus commune en Europe, celle qui vient le plus souvent quand on pique-nique. C'est une guêpe qui a été introduite dans les années 50 dans toutes les zones en rouge sur la carte, notamment au début en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on a la chance donc que sur les invasions de guêpes, on a pas mal de recul et on va dire un petit peu tout qui a été testé, notamment par les Néo-Zélandais qui sont vraiment à la pointe là-dessus. Et pour la guêpe germanique, ils ont montré à chaque fois que, enfin dans toutes les zones où ça a été introduit, que la destruction des rennes, que ce soit en hiver ou au printemps, n'avait jamais d'effet. On n'a jamais réussi à montrer d'effet, c'est pour ça au début qu'on déconseillait aussi le pillage de printemps. Malgré tout, on a observé une tendance, mais on n'est quand même toujours pas certain qu'il y ait un effet. Et ce manque d'effet est dû à la mortalité naturelle qui est en général très élevée chez les guêpes. On est globalement à 95% de mortalité pendant l'hiver, et à ça, on rajoute 95% de mortalité au printemps, qui est essentiellement dû au climat printanier. Il suffit qu'on ait une gelée tardive, et tous les insectes qui vont commencer à fonder leur nid vont mourir. Et on a aussi autre chose qui est une régulation naturelle par les combats pour usurpation des nids. C'est qu'en fait, les reines vont fonder leur nid toutes seules. C'est extrêmement coûteux de fonder son nid. Il faut trouver du bois, il faut trouver de la nourriture pour les premières larves, il faut trouver de quoi se nourrir. Et donc le démarrage est vraiment compliqué pour une reine. Et il se trouve que l'odeur coloniale, les ouvrières ne vont apprendre l'odeur coloniale qu'au moment de l'émergence. Au moment où elles deviennent adultes, quand elles sont une larve, elles n'ont pas d'odeur coloniale. Donc pour une reine qui n'a pas de nid, c'est très avantageux de remplacer une reine qui a déjà fondé son nid, qui a déjà des larves. Du coup, elle va gagner à la fois le nid et le couvain. Et elle n'aura pas à élever les premières ouvrières qui vont croire que c'est elle la mère. Et donc ça a été démontré. C'est des choses on se rend compte sur des nids qui sont assez protégés du milieu extérieur, typiquement un nid qui est dans un grenier. On a vraiment des bagarres qui sont euh, importantes entre les reines et on a une mortalité qui est assez importante. Et en fonction du nombre de reines qu'il y a dans l'environnement, on va avoir un nombre de combats qui va être plus important puisqu'en fait, on va augmenter le taux de rencontres. Et globalement, on peut être entre 10 et 20 reines qui se tuent pour une colonie qui va survivre à la fin. Donc, je parle bien dans un cas, on est sur une population qui est stable. Dans un cas de fond de colonisation, c'est un petit peu différent, mais aujourd'hui, on va dépasser ce stade. Et globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que le pillage de printemps, en tout cas s'il est trop précoce, on va avoir un impact sur la faune sauvage, ça c'est encore autre chose. Et, euh, et on va avoir un... En fait, le pillage va capturer des reines. On va diminuer le nombre de reines qui sont présentes dans l'environnement. Et le risque, c'est que si on diminue la reine présente dans l'environnement, c'est qu'on diminue les combats. Et si on diminue les combats, on diminue l'affaiblissement des colonies. Et finalement, on risque d'augmenter, si on était réellement efficace, on risque d'augmenter la survie des colonies. Et d'augmenter la survie des reines et d'augmenter la rapidité de développement des colonies. Donc, le piège de printemps, c'est un petit peu problématique. Et c'est pour ça qu'on a tendance à conseiller un piégeage un peu plus tardif, qui va débuter plutôt au mois de juin. On a encore des femelles qui vont fonder leur nid, mais surtout, les insectes qu'on va capturer, c'est des insectes qui ont déjà un nid. Donc, on va capturer les premières ouvrières, on va capturer les fondatrices qui sont encore dehors, mais on va vraiment réduire les populations. Là, ça va limiter à la fois l'impact et ça devrait être plus efficace. J'en ai souvent attrapé sur le cotonéaster. Alors, on en trouve, il y a des espèces végétales, alors, j'en parle un petit peu après, très rapidement, mais pas, j'oublierai probablement de dire cotonéaster. Et l'autre chose qui est un peu démoralisante, c'est qu'à ce jour, on n'a jamais réussi à éradiquer aucune guêpe invasive dans le monde. Que ce soit par piégeage, que ce soit par destruction de nids, que ce soit par l'utilisation de parasites. Et pour vous dire, juste avant le Covid, les Néo-Zélandais avaient commencé à faire une étude sociologique. On fait une étude sociologique pour voir si la population était prête à ce qu'on crée un virus spécifique à la guêpe germanique pour l'éradiquer. Déjà, la population était opposée. Je pense que depuis le Covid, il y a certains qui tout le monde s'y opposant.
Mais donc, aujourd'hui, on est un peu désemparé, on n'a vraiment rien qui marche. Et en Nouvelle-Zélande, pour vous dire, pour protéger des îles, ou parfois certains oiseaux enfin des oiseaux qui sont endémiques de certaines îles, parce que les guêpes, elles sont pour le coup très nuisibles, elles vont vraiment attaquer les oisillons, elles vont consommer toutes les ressources sucrées, et donc il y a vraiment un impact sur les populations d'oiseaux. Les Néo-Zélandais arrivent à éradiquer, à réguler plutôt les guêpes sur certaines petites îles en y allant très fort, en mettant du fipronil. Aujourd'hui, ils en font réduire à ça pour protéger des populations d'oiseaux qui sont protégées. Et le problème qu'on a, c'est que le Vélutina, il a les mêmes capacités de reproduction que la guêpe germanique. Donc c'est déjà un problème. Il y a une capacité de dispersion qui est bien plus grande. Je dis c'est à peu près 80 km. Chez la guêpe germanique, on est de l'ordre de 2 à 4 km. On n'a pas d'appât, alors que les Néo-Zélandais sur la guêpe germanique, c'est un seul guêpe enfin, ils ont réussi à avoir des appâts spécifiques, mais on n'en a aujourd'hui aucun qui est suffisamment attractif. On trouve les nids trop tard. Chez la guêpe germanique, on peut faire des battues sur une zone où on trouve tous les nids. Ils sont en tandem, c'est un peu plus facile. Et finalement, aujourd'hui, on ne peut pas réguler l'espèce, c'est l'éradiquer encore moins. Et donc c'est un peu désolant, mais on peut peut-être par contre essayer de limiter l'impact sur les ruchers, c'est bien la chose qu'on peut réussir à faire. Et on peut espérer que le frelon attrape une maladie, ce qui est toujours pas impossible. Et, euh, et c'est pour ça que je parle un peu de consanguinité. Parce que je vous ai dit avant qu'on avait une apparition précoce de mâles dans les colonies. Et en fait, ces mâles, c'est ce qu'on appelle des mâles diploïdes. On est sur une espèce qui est très consanguine. Je vous dis, c'est une seule reine ou deux reines sœurs qui sont à l'origine de la population qu'on a en Europe aujourd'hui. Et, euh, et finalement, on a cette chose qui arrive, c'est les mâles diploïdes. Donc, je ne sais pas si vous savez, c'est comme chez l'abeille domestique. Les femelles sont diploïdes et les mâles sont haploïdes. Donc, les mâles sont issus d'œufs qui ne sont pas fécondés. Et en fait, les gènes de détermination du sexe, il faut deux allèles différents sur les gènes de détermination du sexe pour faire une femelle. C'est des gènes qui sont normalement hyper diversifiés. Et donc, un œuf qui est fécondé va avoir deux versions du même allèle. Et donc, ça donnera une femelle. Un mâle qui n'a qu'un chromosome, une seule version du gène, donnera un mâle. Le problème, c'est que là, le frelon asiatique, la population étant très consanguine, on va se retrouver avec des œufs fécondés, mais qui sont homozygotes. Ça va donner il y aura le même gène le même allèle sur les gènes de détermination du sexe. Et donc, même avec un œuf fécondé, ça va donner un mâle. Souvent, des mâles seront stériles. Et comme chez l'abeille domestique, les mâles ne servent à rien à part la reproduction, ils vont consommer les ressources. Et il y a une colonie qui va avoir apparition de mâles diploïdes, va disparaître. Problème, vous l'aurez remarqué, on a découvert ça en 2012, et pourtant, depuis 2008, ça n'a pas semblé freiner la population, la colonisation du frelon. Et c'est quelque chose qui était connu chez la fourmi de feu, qui est invasive aux USA. Et ils avaient un peu espéré là-dessus aussi que la population s'arrête, enfin disparaître même par la consanguinité. Et en fait, ils se montraient qu'il n'y avait aucune conséquence. Aujourd'hui, la fourmi de feu, elle a atteint sa limite climatique. Et en fait, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ce mécanisme d'aplodiploïdie de reproduction est pas vraiment un avantage, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, dans le sens que les mâles étant haploïdes, s'il y a un gène qui est délétère, qui va entraîner la mortalité, les mâles vont mourir et les colonies en produisent. Ça produit énormément de mâles. Les colonies qui vont être trop consanguines, elles vont avoir apparition de mâles diploïdes, elles vont mourir, elles vont pas réussir à se reproduire. Et donc finalement, on va se retrouver avec des colonies qui se reproduisent peu ou mal, des colonies qui vont mourir précocement, qui sont celles qui sont trop consanguines ou qui sont malades, parce que font des maladies génétiques. Et à côté de ça, on va avoir des colonies qui sont moins consanguines et avec moins de gènes délétères, qui elles vont se reproduire en masse. Et finalement, c'est plutôt cette chose-là, enfin, c'est plutôt ce mode de reproduction qui va favoriser la progression du frelon et qui fait qu'on peut pas trop espérer là-dessus. Par contre, sur la maladie, c'est un peu différent. Euh, on a le cas chez la fourmi d'Argentine, qu'on a aussi chez nous. On s'est rendu compte que depuis quelques années, depuis 20 ans, elle est en chute en Nouvelle-Zélande et en fait, elle est en train de chuter un petit peu partout, même en Europe.
Et on se rend compte que quand on cherche, elle a plein de maladies. Elle a même attrapé des virus d'abeilles. Et finalement, elle est en train de disparaître parce qu'elle a plein de maladies. Donc ça a mis 20 ans. Chez les guêpes qui sont là depuis bien plus longtemps, il n'y a toujours aucun effet. Mais c'est un peu la seule chose qu'on peut espérer pour le frelon, c'est qu'il attrape une maladie qui fait que les populations chutent. Mais bon, il ne faut pas non plus trop espérer. Donc maintenant, pour limiter l'impact sur les ruches, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, mais c'est finalement des solutions qui sont assez simples. La première qui a été démontrée, c'est ce qu'on appelle la... Oui, Et en fait, avant de passer à ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les recherches que ça a fait pour nous? j'en parle un petit peu après. Je crois. Si j'en parle pas, vous me reposez la question, si j'oublie, mais je pense que j'ai une diapo après là-dessus. Euh, donc la première chose qui a été démontrée, c'est la muselière. La muselière qui a un mécanisme. Donc c'est juste un système grillagé. J'ai vu qu'il y en a dehors, qui permettent d'éloigner le frelon de la planche d'envol. Le but, c'est pas de réduire la prédation, c'est de réduire le stress des abeilles, c'est de réduire la paralysie. C'est que les abeilles ne perçoivent plus le frelon comme un danger. Donc ça va éloigner le frelon suffisamment pour que les abeilles ne perçoivent plus le frelon comme un danger et maintiennent leur activité. Donc ça réduit pas la prédation, hein, j'insiste bien là-dessus. C'est pour ça que c'est pas non plus totalement miraculeux. Donc pour étudier ça, on a fait ça en collaboratif avec des apiculteurs qui ont accepté les muselières sur leur ruche et surtout de pas mettre en place d'autres méthodes de lutte. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que on avait, alors c'est le premier modèle, quand on met des muselières, on a un maintien d'activité à 80%. Le premier modèle était pas génial, les mailles étaient trop fines et en fait ça gênait les abeilles. Donc en fait on avait aussi une baisse d'activité avec les muselières. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'au-dessus de 4 frelons, on avait vraiment intérêt à installer des muselières. On conseille maintenant de mettre une maille un petit peu plus large. Et ça, parmi les testeurs, on avait quand même quelqu'un qui avait 25 frelons dans chaque ruche et qui n'a pas perdu une ruche grâce à ça. Il a nourri ses ruches pour compenser parce que les abeilles se faisaient manger, hein. Avec 25 frelons devant une ruche, vous n'avez pas beaucoup d'abeilles qui arrivent à rentrer. Donc il a quand même nourri pour compenser, mais il n'a pas perdu ses ruches. On arrive en adaptant aussi, on arrive à limiter l'interface et à limiter les pertes. L'autre méthode, alors il y a plusieurs méthodes, mais l'autre qui a été démontrée efficace, c'est l'arc électrique. Donc j'ai vu aussi qu'il y en avait une à l'entrée. L'arc électrique qui a l'avantage de réduire la quantité de frelons dans les ruches. Donc bon, le principe, c'est des fils électrifiés qui vont électrocuter en fait tous les insectes qui sont plus grands que les frelons, enfin de la taille des frelons plus grands. Ça va tuer un petit peu d'autres insectes, quelques papillons, quelques autres insectes qui vont se faire capturer, le frelon d'Europe notamment, qui vont se faire tuer. Mais globalement, c'est assez efficace. Aujourd'hui, les recherches vont plutôt essayer d'estimer le nombre de qu'il faut en fonction du nombre de ruches pour avoir un effet plus intéressant sur la régulation de la prédation. Et globalement, aujourd'hui, on est quand même plutôt à conseiller, parce que les harpes sont quand même plus coûteuses, on est quand même plutôt à conseiller les muselières pour les petits ruchers et l'harpe électrique à part pour les gros ruchers, pour les professionnels notamment, ou pour les ruchers qui vont faire plus de 10 ruches, pour essayer de limiter les impacts. Et après, il y a le piégeage de masse, en été et en automne, avec des pièges de grande capacité, avec des appâts. Alors le problème des appâts, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on en a pas beaucoup qui sont efficaces. Les recherches sont plutôt en cours, sont toujours en cours. Il y a des choses qui ont été démontrées. On sait que les frelons vont être attirés par les odeurs de ruche. C'est pas très intéressant si on le met dans un piège parce qu'on va attirer aussi les abeilles. A été démontré par des collègues chinois que le venin contenait une phéromone d'alarme, de venin de frelon, et que cette phéromone d'alarme attirait les frelons. Alors, attirer les frelons pour se défendre, oui, c'est assez probable. Maintenant, euh, il faut se méfier avec les phéromones parce qu'une phéromone d'alarme, peut-être que ça n'a pas le même effet à proximité du nid et à distance. Peut-être que à proximité du nid, ça va entraîner une attaque et une réaction agressive et groupée. Peut-être qu'à distance du nid, ça entraîne uniquement la fuite. Et aujourd'hui, on a l'IRU qui travaille toujours sur des phéromones, hein, ça fait longtemps, les phéromones c'est quelque chose de compliqué, qui travaille sur des phéromones pour améliorer les pièges. On a eu aussi des collègues qui travaillaient, on a parlé des cotonéacées, il y a aussi les camélias, il y a la fleur de banane aussi.
Il y a plein de végétaux qui vont attirer assez fortement les frelons. Alors, on a des collègues qui ont essayé de travailler dessus. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui est sorti non plus. Pour essayer d'améliorer les appâts avec des odeurs qui seraient plus spécifiques aux frelons et qui auraient tendance à attirer moins d'autres insectes. Mais globalement, c'est des choses qui peuvent peuvent mettre beaucoup de temps avant de voir le jour. Il faut le valider, il faut être sûr que ça va attirer que ces frelons. Et souvent, et c'est un peu le problème, notamment pour les phéromones, une phéromone à faire, c'est compliqué. Et souvent, on va pas faire une phéromone parfaite. Et donc, ça peut marcher en laboratoire. En laboratoire, on va être dans un milieu où le frelon aura, par exemple, quand on lui laisse le choix entre plusieurs choses, ça sera une choix entre une molécule imparfaite ou totalement autre chose. Il va quand même aller sur la molécule imparfaite. Mais en nature, peut-être qu'il va pas y aller du tout. Et donc, souvent, on va avoir des résultats qui vont être intéressants en laboratoire et quand on fait ça en réel, c'est plus du tout efficace. Donc, c'est pour ça que ça tarde à venir. Et, euh, et d'un autre côté, on n'est pas sûr que ce frelon ait une phéromone d'agrégation. Aujourd'hui, la phéromone d'agrégation, elle est connue que chez les frelons géants qui font des chasses groupées. Et ça a été observé même, ils vont sur une ruche, une colonie d'insectes, et ils vont marquer avec leur abdomen. Ils vont marquer la ruche, ils vont frotter leur abdomen sur la ruche, et en fait, ils vont laisser une molécule qui va attirer tous les frelons qui sont autour. Et c'est pour ça qu'ils vont faire une chasse groupée. Euh, Chez le frelon asiatique, on n'a jamais observé ça. Et le problème, c'est, on ne sait pas comment le frelon trouve les ruches. On sait qu'il reconnaît les odeurs. Et on a l'impression que les frelons se suivent quand ils volent. Ils ont tendance à voler par deux, trois, vraiment très collés. Donc il y a peut-être un peu comme d'autres insectes qui vont indiquer le chemin. Et après, ils apprennent le chemin. Ils apprennent le chemin à faire. Ce serait peut-être une des meilleures solutions. Peut-être que ça permettrait aussi d'aider le piégeage par des critères visuels. Et le risque, c'est qu'on soit plus proche de ce qui se passe chez la guêpe germanique ou la guêpe commune. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de phénomène de marquage, il n'y a pas d'indication du chemin. Les guêpes germaniques, elles ramènent de la nourriture au nid. Elles font goûter la nourriture aux autres ouvrières. Elles leur disent, faut y aller, il y a à manger. Et les autres essaient de retrouver l'odeur de ce qu'elles ont goûté. Et comme elles ont un très bon odorat, elles vont retrouver les sources de nourriture. Et, euh, et c'est pour ça que finalement, elles vont peut-être même trouver d'autres sources de nourriture qui n'étaient pas indiquées qui n'étaient pas forcément la première qui a été découverte. Et c'est pour ça que les guêpes ont tendance à trouver très très rapidement quand on piétine dehors. Et donc maintenant, ça c'est les recommandations qu'on va donner en France. Ce que je vous ai dit, c'est pour faire un petit bilan. Donc on est plutôt à déconseiller le piégeage préventif, mais dans des cas de surveillance. Donc c'est ce qu'on fait par exemple en Corse aujourd'hui, où le frelon vient de détecter. On va conseiller un piège préventif. On a un réseau de surveillance d'apiculteurs. La Corse étant une île, on espère qu'on pourra éradiquer le frelon de l'île. On a déconseillé le piégeage printanier, en tout cas pas le piégeage précoce au printemps. S'il faut le faire, c'est uniquement au niveau des rochers qui ont subi des attaques l'année précédente. Parce que le problème des odeurs, c'est que si vous rajoutez des odeurs, il y a un risque aussi d'attirer des frelons sur vos rochers. Et donc, de préférence, essayer d'avoir l'appât qui est le plus sélectif. Alors, à l'époque de celle Diabo, qui peut dire, va changer, le meilleur appât, c'était le tirier. Maintenant, il y a des appâts avec d'autres molécules qui vont être plus attractives. Et on va conseiller le piégeage, donc, à partir du mois de juin uniquement. Et maintenant, pour réduire l'impact, ça va être l'utilisation d'installations muselières, de cabanes grillagées, de harpes électriques, mettre des pièges aussi de plus grande capacité, la raquette de badminton, de ce que vous voulez. C'est quelque chose qui marche si vous avez du temps, si vous avez qu'une ruche. Globalement, alors, je ne vais pas commencer ici, mais en France, on a beaucoup d'apiculture de loisirs et c'est souvent des retraités. Et on leur dit, enfin, beaucoup le font, hein, ils prennent le café, après le café, du matin, ils vont avec la raquette devant les ruches. Ils font pareil après le déjeuner. Enfin, il faut le faire tous les jours, mais ça réduit effectivement la prédation. Et après, ce qu'on va conseiller, c'est essayer d'éviter de se faire repérer. Donc, on sait que les frelons sont très attirés par les odeurs de ruches. Donc, quand vous ouvrez vos ruches, stockez pas le matériel, stockez pas les hausses à proximité des ruches, stockez-les le plus possible à distance. Et, euh, et un rucher qui va être plus important va diluer la prédation. Donc, s'il y a vraiment des fortes attaques, c'est ce qui peut se faire dans certaines communes en France. Les apiculteurs vont regrouper leurs ruches à certains endroits. Alors, c'est pas forcément idéal d'un point de vue sanitaire pour d'autres maladies, mais ça va diminuer l'impact du frelon.
Et pour la destruction des nids, on va recommander là encore une destruction à partir du mois de juin, pas forcément trop précocement. On va, en fonction des conditions, le rendre, enfin, détruire les nids forcément pour qui présente un danger, pardon, pour les personnes. Et comme on n'est pas sur des éradications de régulation, c'est vraiment détruire les nids un maximum au niveau des ruchers qui sont attaqués. Donc plutôt nocturne, et de préférence sans insecticide. Alors, il y a plein de méthodes pour détruire les nids. On peut les détruire juste en décrochant, en bouchant trop d'entrée de nuit, c'est assez facile. Il y a la méthode de l'aspirateur qui commence à être utilisée aussi en France. Si vous passez un aspirateur, on vaut mieux un aspirateur un peu industriel, mais nous on l'a fait beaucoup avec ITSAP. On utilisait un aspirateur à sac, un des moins chers qu'on trouvait. Aspirateur à sac, les frelons, vous mettez ça à l'entrée du nid. Les frelons ont tendance à rentrer dans l'aspirateur, ils vont suivre le courant. Donc c'est assez facile, il vaut mieux s'équiper quand même quand on fait ça. Et après, il suffit de mettre le sac au congélateur. Et ça marche très bien. Et après, donc, c'est d'utiliser, enfin, surtout, si vous utilisez un insecticide, c'est jamais laisser l'insecticide en place. Et ce qu'on va essayer de recommander maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui est adapté aux conditions en fait, actuelles. Donc ça, c'est les densités de population qu'on va avoir, densité moyenne, hein, je dis bien. Modèle qu'on devrait refaire pour l'actualité, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est un petit peu dépassé, on est un petit peu remonté en niveau de présence. Et on se rend compte qu'on peut quand même on peut casser ça en plusieurs catégories. Les zones où le frelon peut se développer, mais est encore absent, typiquement c'est notamment le nord de la Corse. Les zones où le frelon est en densité moyenne et les zones où le frelon est en densité forte. Et on va conseiller différentes actions en fonction de ces conditions-là. Typiquement, si on est dans des zones où le frelon n'est pas encore présent, il peut se développer, typiquement les milieux insulaires, ou si on est vraiment à distance du front d'invasion, donc comme ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est notamment, là forcément il faudra mettre le paquet. C'est ce qui se passe notamment aux USA, mettre le paquet pour la détection des nids, pour la destruction des nids. Et ce qui se passe aux USA ça va être un bon exemple. On va bien voir si en milieu continental, en mettant vraiment des moyens, on arrive à quelque chose avec les espèces. Ce qui n'est pas sûr, pour le moment, ils sont quand même ça progresse, ils sont maintenant à 2 états où l'espèce est présente, donc ils continuent à progresser. Donc même en mettant des moyens avec les systèmes de balises, avec du piégeage, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Et après, c'est dans les zones à forte densité, on va déconseiller la destruction des nids, sauf s'ils présentent un danger pour les personnes, tout simplement parce qu'en fait, il va y avoir trop de nids à détruire. Que souvent, si on détruit les nids, il n'y aura aucun impact sur la prédation, sur les ruchers alentours. Ça va être un coût très important. Et on va plutôt conseiller d'aider les apiculteurs à s'équiper de méthodes de réduction du stress, de réduction de la prédation, comme l'herbe électrique et le muselière. On va inciter à l'achat de pièges de meilleure qualité, donc qui sont plus coûteux, mais de meilleure qualité, question attractivité et sélectivité. Et ça permet aussi de garder des moyens pour éventuellement aider les apiculteurs à acheter des essaims. Et après, toutes les zones, alors c'est ça le problème, c'est toutes les zones où on est sur des densités moyennes. On sait que ça va osciller fortement d'une année sur l'autre. Donc, c'est toujours difficile d'estimer ce qu'on va subir et donc il va falloir s'adapter au cours de l'année à ce qu'il y a et essayer de ne pas dépenser trop de moyens pour détruire la ligne, pour garder des financements pour autre chose. Et je m'arrête sur cette dernière diapo. Donc, on va remercier déjà d'être venu. Et donc, je vous montre, c'est juste pour relativiser un petit peu, je vous montre ce qui se passe en Asie. En Asie, les frelons, comme dans beaucoup de pays du monde où il y a des guêpes, où on consomme des insectes, les guêpes sont globalement, en tout cas les larves de guêpes, sont des mets très recherchés. Et pour faire un anglais, à La Réunion, où, par leur prédation, par la chasse aux guêpes de l'homme, une guêpe qui est exotique d'ailleurs et en voie de disparition, on importe les guêpes, il paraît qu'il y a même un commerce illégal de frelons, de larves de frelons de France vers La Réunion. On est globalement à 150 € le kilo de larves de guêpe à La Réunion, donc ça peut être très très cher. Et donc, en Asie, là c'est un exemple en Corée. En Corée, les agriculteurs compensent leurs pertes dues aux frelons en vendant des larves de frelons, en vendant aussi des médicaments qui font avec les frelons, enfin de la médecine traditionnelle.
mais ils vont vendre des larves de frelons et finalement, ils compensent pas leur assassin. Et on a même des cas d'apiculteurs qui vont même pas hésiter, enfin, ils vont même pas hésiter à essayer de favoriser les frelons sur certaines ruches qui sont un peu faibles, ils vont les mettre plus à proximité des nids de frelons pour que la colonie de frelons se développe mieux et qu'il n'y ait plus de larves à nourrir, à manger. Donc c'est vraiment une autre vision on est très très loin de ce moment. Mais c'est une autre façon de voir les choses. À savoir quand même qu'il faut être prudent, et il y a Sylvie Cohen aussi qui a montré ça. Les frelons sont des grands prédateurs, et étant des grands prédateurs, ils accumulent beaucoup de pesticides et de molécules qui sont pas géniales pour la santé. C'est comme beaucoup d'animaux, donc il faut éviter de manger des colonies de frelons si elles ne sont pas dans un milieu qui est assez préservé. Donc, on ne peut pas des filières de frelons dans des zones de grande culture intensive où on sait qu'ils mettent vraiment de CO. Donc voilà, je sais pas, on a encore, je crois, 25 minutes pour les questions, à peu près 20 minutes. On peut continuer les questions. Il y aura aussi, on va continuer. Donc, c'est une question grave. Il n'y a pas de questions dans la salle? Oui, oui. C'est aussi là-bas. C'est aussi là-bas. D'abord, là, on commence à voir. Taille des mailles. La taille des mailles pour les muselières? Vous avez dit que ça variait. Donc, Alors, en fait, la maille qu'on avait utilisée, nous, c'était 6 mm de côté. Et 6 mm, ça gêne les abeilles. Elles ont tendance à perdre leur pollen, elles ralentissent. Et finalement, même, ça a augmenté la prédation parce qu'elles arrivent à se faire attraper par les frelons dessus. Donc, on a tendance à conseiller une maille qui va faire 8 mm à 1 cm. Parce qu'en fait, les abeilles passent mieux et les frelons, les petits frelons vont réussir à rentrer, mais en plus, ils vont avoir peur à l'intérieur de la muselière et ils vont ressortir. Donc, en fait, ils peuvent attraper une abeille, mais en général, ils n'arrivent pas à ressortir avec. Mais donc, globalement, ouais, 8 mm à 10 mm de côté, c'est pas mal en diamètre de maille. C'est pas forcément des mailles faciles à trouver, hein, pour tous ces motifs, mais après, peut-être qu'elle peut être plus grosse. Le problème, c'est qu'on n'a pas, on a mis 3 ans à élever cette muselière. C'est difficile d'avoir des financements de recherche pour plus, et on n'a pas de quoi évaluer les mailles qui seraient différentes. Donc, je suis un peu désolé, mais du coup, c'est à tester. Peut-être même qu'une maille un peu plus grande, ce sera pas problématique. Mais j'en ai pas trop d'idées. Par contre, si jamais vous optez pour ce qu'on appelle des cabanes grillagées, donc quelque chose de beaucoup plus grand, où les colonies de frelons sont installées à l'intérieur, les colonies d'abeilles, pardon, les ruches sont installées à l'intérieur et dans lesquelles on va rentrer, là, il faut vraiment une maille de 6 mm, parce que sinon, les frelons rentrent et chassent à l'intérieur. Oui, au début de votre intervention, vous avez dit que les sexués, donc les futurs reproducteurs, sortaient par vagues successives. Est-ce que vous avez une idée de la durée de ces vagues? Est-ce que c'est un moment relativement précis? Est-ce que ça peut être sur un mois, plusieurs cohortes? Mais ça va être globalement, c'est sur un mois et demi, il y a plusieurs cohortes qui vont se relayer, qui vont partir. Après, moi, ça, je l'ai vu qu'une seule fois. C'est la photo que j'avais mis à ce moment-là. En fait, on a vraiment des mâles qui attendent, qui se mettent vraiment sur l'enveloppe du nid, qui ne vont pas rentrer dedans. Donc, on a le nid qui est recouvert de mâles. Et on voit que tout d'un coup, ils partent. Et en fait, c'est parce qu'il y a des fondatrices, enfin, des femelles qui sont parties, et ils vont les suivre comme ça. Et ça a duré 2 jours, et après, c'est fini. On sait qu'on a vu, mais on ne sait pas exactement non plus quand est-ce que ça a commencé. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on sait que ça peut s'étaler sur un mois et demi, comme ça, par là. Dans un même lit. Dans un même nid. Et alors, hier, on parle quelquefois de piégeage, on a
Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, le piégeage automnal, il a l'intérêt d'être plus sélectif dans le sens qu'il y a moins d'insectes présents dans l'environnement, mais à mon avis, il est totalement inefficace. Parce qu'en fait, on va capturer énormément d'insectes, on va attraper beaucoup de mâles, on va attraper beaucoup de insectes qui sont peut-être un peu tardifs, et qui n'auront peut-être pas eu suffisamment de ressources alimentaires. Mais en fait, la majorité de ce qu'on va attraper, c'est des insectes qui meurent pendant l'hiver. Vous pensez que les cultures fondatrices, une fois que le vol nuptial Oui, si. puisse encore se nourrir? Alors ça, on n'en a aucune idée. Parce que vous les piégez, voilà pas. Ça, en fait, on n'a pas trop d'idées là-dessus. Logiquement, elle devrait pas trop se nourrir, parce que ça fait consommer de l'énergie d'un côté. Et on pense, mais c'est sans certitude, parce que chez aucune guêpe, on a réussi à recapturer des fondatrices après les avoir marquées avec son cyanide. Donc on ne sait pas en fait ce que c'est. Mais c'est compliqué, il suffit qu'elle ait fait 2 km, on n'arrive plus à la retrouver. Donc peut-être qu'avec des balises aujourd'hui, mais les balises ont pas assez d'autonomie. Donc c'est vraiment compliqué. Et logiquement, on pense qu'elles ne vont pas consommer leur réserve pour voler 10 km, 40 km dans un grand hiver. On pense qu'elles vont quand même hiverner pas trop loin des lits, mais on n'a pas de certitude. Du coup, assez rapidement après l'accouplement. Peut-être qu'elles vont manger un peu après l'accouplement, et puis elles s'y retirent. Donc c'est l'incertitude chez toutes les guêpes sociales. Il y avait une autre question par là, je crois. Il est rare, en général, quand on a des espèces invasives, des même utopiques, de vouloir les contrôler. En général, même dans les maladies des plantes, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Donc, on va vivre avec. Est-ce que vous avez constaté, par exemple, des distributions de frelons qui dépendaient éventuellement de cette densité de déchets? Le rucher n'est pas, la distribution des déchets en Europe n'est pas limitante dans certaines régions. Ça, c'est un peu compliqué aussi. En fait, on le pense un petit peu, mais on n'a jamais trop regardé. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'emplacement des ruches en France. Donc, les agriculteurs déclarent par commune. Et sur une commune, ça peut être très variable. La superficie des communes est très variable et la densité en ruches, elle est très variable. Et donc, on va avoir l'emplacement des nids, mais on va pas avoir l'emplacement des ruches. Et finalement, comme on sait qu'un ruche, une colonie de frelons, elle va s'alimenter à moins de 2 km. 2 km, c'est un peu le maximum. Il faudrait qu'on ait une maille qui soit beaucoup plus fine en rucher pour essayer d'avoir ces densités-là. Et aujourd'hui, on a vraiment des difficultés là-dessus. Il faudrait qu'on ait vraiment des zones un peu expérimentales qui sont là. Mais des colonies de frelons, on en a déplacé. Aussi, on en a mis dans des zones plus contrôlées. Et ils trouvent autre chose à manger. Maintenant, elles se développent moins bien. Donc, elles se développent quand même. Donc, peut-être que ça ne changera pas la quantité de nids, mais peut-être qu'il y en aura beaucoup qui se développeront moins bien parce qu'ils ont de facilité à trouver à manger. On va dire qu'il faudrait peut-être demander à tous les agriculteurs d'une commune de partir pour voir ce qui se passe. Sinon, je pense que c'est compliqué. Enfin, il faudrait une déclaration plus systématique, par contre, plus systématique du toucher. Oui, mais en France, on n'y arrive pas. Oui. Vous parliez des muselières. Vous avez parlé, par exemple, des contrôles qui peuvent rentrer sur les plans d'envol. Est-ce que déjà là, on n'a pas un contrôle, parce que vous parlez plusieurs fois d'invasion dans la ruche. Non, effectivement, contrôler l'entrée, ça devrait aller. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on conseille de réduire les entrées. Ça, j'ai retiré mon propos, je suis désolé. On conseille de réduire les entrées quand il y a des frelons. C'est la première chose à faire pour que les frelons ne rentrent pas à l'intérieur. Donc ça, on arrive à les empêcher de rentrer. Des fois, il y a des petits frelons qui arrivent à rentrer, il y en a toujours. Il ne faut pas non plus gêner les abeilles. Mais globalement, ça limite déjà les impacts. Un frelon qui rentre, ça peut être assez catastrophique, peut perturber la ruche, entraîner le départ de la colonie. Même si c'est pas un frelon qui a tendance à attraper les abeilles quand elles sont posées, il va pas attraper les abeilles quand il rentre. Souvent, quand il rentre, c'est à l'automne, et c'est pour chercher du miel. Mais ça peut vraiment désorganiser la ruche et poser vraiment des problèmes. Il y avait une question là. Il y a une question là-haut et puis une autre là-bas, et puis après, je crois qu'on arrête ici. Ok. Merci, Monsieur Ron, d'avoir répondu à l'invitation du CARI. Et l'auditoire est rempli évidemment d'agriculteurs,
le message global que vous véhiculez, et c'était probablement la demande, c'est que l'invasion du frelon asiatique est un problème d'apiculteurs. Je dirais les agriculteurs sont des naturalistes de la première heure, et je suis étonné, et ma question est la suivante. L'impact du frelon asiatique a-t-il été bien étudié sur tout ce qui est entomaux et faune, je dirais, sauvage? Parce que je pense que c'est peut-être assez réducteur de dire que ce n'est qu'un problème d'apiculture. Moi, je pense, et vous savez, comme nous tous, vu la réduction du nombre d'insectes en 30 ans, masse globale, vous ne pensez pas que le frelon a un impact non négligeable sur l'entomofaune, mais que cet impact-là n'a soit pas été étudié ou est plus difficile à étudier parce que quand vous avez des agriculteurs devant leur ruche, évidemment, les études sont plus simples que d'aller scruter la densité ou l'évolution des espèces sauvages. En fait, c'est plus compliqué effectivement sur les espèces sauvages, et on peut uniquement par le régime alimentaire, par le spectre de proie qu'on va avoir, c'est notre seul moyen d'estimer l'impact sur les espèces sauvages. Et aujourd'hui, dans les espèces qui sont ciblées, on a, c'est ce que j'avais mis dans une des diapos, hein. On a que des espèces qui sont très fréquentes, qui restent fréquentes, qui sont des espèces qui s'adaptent bien aux perturbations environnementales. On a aucune espèce rare dans nos échantillons, dans les rares qu'on a dans les échantillons. Et on a uniquement, actuellement, on a 2 cas d'observation de prédation sur des colétès. Je sais pas si ça vous parle, c'est des abeilles grégaires qui sont solitaires. Donc on a seulement 2 cas d'observation sur des abeilles grégaires et qui font des cohortes qui sont stables dans le temps. Donc ça peut être vraiment problématique s'il y a une prédation, mais dans nos échantillons, on n'en a pas. Et effectivement, on peut pas être partout. Et ça, on l'a fait sur, je sais plus, c'était 5 ans. C'était déjà pas mal. Et on a essayé de se mettre vraiment dans plein d'environnements différents pour vraiment estimer. Et vraiment, dans les... pour moi, on est vraiment sur du négligeable sur les espèces sauvages à risque, qui a un effet sur la densité des espèces communes. C'est possible. C'est possible par la quantité d'insectes qu'il va manger, notamment s'il y a plus de ruchers alentour. On le voit, il va manger énormément de mouches, énormément de guêpes. Il y aura peut-être un effet sur ces populations de guêpes localement. Mais c'est beaucoup plus compliqué à évaluer, et c'est sûr que aujourd'hui, on sait qu'il y a une chute énorme de densité de population d'insectes. Ça va se rajouter à ça, mais voilà, c'est effectivement plus compliqué à évaluer, mais il reste quand même prédateurs des espèces qui sont communes et qui sont des espèces qui supportent mieux ces perturbations, ce qui n'est pas forcément génial, mais on va dire on n'est pas si alarmiste. Okay, mais est-ce que vous basez ces conclusions, ces projections sur un nombre important d'études et est-ce qu'actuellement, beaucoup d'études, c'est quelques études? Actuellement, il y a que 2 études. Il y a celle qu'on a fait nous, et il y a des collègues, Seigneur et Moblek, qui en ont fait une autre où ils ont travaillé sur les crottes de larves, donc c'est que du qualitatif, mais pareil, ils ont rien de particulier. Enfin, il n'y a pas d'espèces rares qui sont dans les... ce qui a juste été démontré, c'est qu'il y avait le frelon essayait de chasser les bourdons aussi. Il n'arrive pas à les attraper, mais il essaie de les chasser, et il a été démontré qu'il y avait une baisse de poids des colonies de bourdons sans baisse de capacité de reproduction. Donc c'est pas être survie des fondatrices de bourdons, mais il peut aussi avoir un impact sur d'autres espèces. Mais ça reste assez négligeable. C'est vraiment sur l'apiculture, l'impact est quand même très important, et c'est vraiment sur l'apiculture qu'il va y avoir un impact. Mais à partir du moment où l'agriculture va se protéger, peut-être réduire le disponible en matière d'abeilles mellifères, ça va se reporter quand même. Le pôle alimentaire va se répercuter sur le restant du... Au final, les solutions de protection, que ce soit électrique, muselière ou même le piégeage, ça va pas réduire ça va pas déporter la prédation. C'est où on capture les prédateurs, ou on régule la prédation sur les ruches. Enfin, on permet qu'elle soit un peu plus automatique. Au contraire, même, on peut même penser que vu qu'il n'y a pas de blocage des ruches, les frelons vont avoir tendance peut-être à aller un peu plus sur la veille. Pas certain. Moi,
Pour le coup, on n'a pas à évaluer. Merci. Il y avait une dernière question ici, puis après on... Et en fait, ça fait des années que j'ai augmenté le nombre de ruchers justement pour à la fois réduire les risques sanitaires et aussi réduire la pression sur l'environnement. Donc j'ai des ruchers de moins de 10 ruches, ce n'était pas le cas avant. Il y a un an, j'ai eu des attaques massives sur tous les ruchers, donc avec une perte de 30%. Et j'ai pas bien compris la suggestion que moi vous faisiez tout à l'heure, comme certains le font en France, dans certaines communes, de regrouper les ruches dans des ruches de plus grande dimension. Parce qu'instinctivement, j'aurais tendance à croire que c'est plus attractif effectivement pour les frelons que les petits ruchers. Et oui. En fait, c'est que la densité de frelons, elle va pas se faire, la densité en colonie, elle va pas se faire en fonction de la densité en ruche qui est autour. Les colonies de frelons, au début, les frelons vont chasser un petit peu tout ce qui passe, et vont même, les fondatrices, elles vont pas trop sur les ruches, parce que c'est dangereux. Les colonies d'abeilles ou de guêpes même vont savoir se défendre, donc elle a tendance à attraper un petit peu des insectes partout. Et donc la colonie va se développer. Donc la densité, elle est liée plutôt finalement enfin, la présence des colonies. L'emplacement des colonies, elle est plutôt liée à l'environnement, au paysage, au climat, et à la présence d'un minimum de proies qu'à la présence de ruches. Donc du coup, ça, on est sur quelque chose qui va être indépendant de la position des ruches. Et si vos ruchers sont attaqués, un rucher qui a des petites ruches, il va concentrer, les frelons vont attaquer le rucher, ça va concentrer la prédation sur quelques ruches. Si vous regroupez vos ruchers, vous n'allez pas augmenter la densité en nid de frelons localement. Par contre, ça va diluer la prédation pour les colonies de frelons qui sont autour. Donc en fait, ça va limiter le blocage, parce que dans un rucher qui est important, le frelon, il y a un blocage sur une ruche, il va sur la ruche d'à côté, qui est active. Il va être attiré par le mouvement. En fait, ils sont toujours attirés par le mouvement. Donc en fait, regrouper les ruches, alors pas précocement, mais si vous faites ça à partir de l'été, ça peut avoir un intérêt. Si, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez aussi établi des corrélations entre la survie de certaines colonies qui se fait, on entend parfois, plus agressives ou qui se défendent mieux que d'autres? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que des sélections qu'on fait pour ce problème, on pourrait arriver à des abeilles qui sont plus résilientes et qui se défendent mieux face aux abeilles? Alors là-dessus, ça intéresse. C'est des choses qu'on a observées quand on a fait nos suivis, justement, quand on a évalué, avant d'évaluer les médias, quand on a évalué les impacts sur ruches, on s'est rendu compte que même au sein d'un même rucher, qui est pourtant assez homogène, on avait vraiment des comportements différents. On a des ruches qui étaient paralysées à partir de 2 frelons, totalement paralysées, et d'autres à 10 frelons avec maintien de l'activité. Et alors moi je suis pas apiculteur, hein. On en a parlé aux collègues qui font la recherche abeilles. On leur a dit il faudrait peut-être faire de la sélection. J'en ai parlé, là j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé dans votre conférence auprès d'apiculteurs qui font de la sélection d'abeilles. Et jusqu'à présent, il y a eu des débuts de recherche où on a fait le retour qu'ils n'avaient rien réussi à démontrer. Et donc du coup, j'ai rien plus à dire. Et là, aujourd'hui, j'ai pas instinctivement, moi j'aurais tendance à penser qu'une abeille enfin, type Buckfast va avoir tendance à avoir un comportement aberrant et à rester un peu plus à l'intérieur. Mais j'en ai aucune certitude. Et les retours que j'ai des collègues, pour le coup, c'était le CNRS de Chili qu'on travaillait dessus, c'était pas concluant. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même essayer de continuer là-dessus. Et j'ai un peu d'espoir sur les conservatoires d'abeilles noires qu'on a en France qui, justement, vont laisser faire la sélection naturelle. Et à terme, bon, on aura peut-être des abeilles plus agressives, des abeilles qui produisent moins, mais au moins elles sont plus adaptées localement et plus adaptées aussi à la présence des frelons. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Ce matin, du coup, ce que je vous propose, c'est une petite pause de 5 minutes, le temps qu'on change d'intervention. On aura le groupe informatique. Et alors, pour les questions dans les chats, on répondra à la fin. On est de retour du coup dans 5 minutes. Oui, parce que je sais plus la présentation. Il nous faut l'information, ouais, parce que ça c'est pas d'accord. Ah, ça, vous mettez, Ah, mais ça fait 3 relais, ça risque de créer des.
Oui, Arthur est là. Désolé les gens. C'est qu'il n'y a plus de, il y a plus de président. Attends, mais celui-là, je peux l'enlever. En fait, je sais plus sur quel. J'ai mon truc et je sais plus sur quel.